Bonjour à tous et à toutes. Merci à l'Union africaine, merci aux Tchadiens, merci aussi aux journalistes d'avoir répondu à l'invitation du comité de coordination de l'INDR, Union nationale pour la démocratie de niveau, France Europe, parti dirigé par M. Salih Keïta. Il est en même temps le chef d'équipe de l'opposition tchadienne, député à l'Assemblée nationale. Il est de passage à Paris et il a décidé de rencontrer un certain nombre de personnes qui s'intéressent sur la situation au Tchad, envie d'échanger avec vous par rapport au contexte que vous connaissez, contexte politique, contexte social et contexte économique agité. Agité du fait que cette année on est à 2 mois d'élection présidentielle. Il y a un contentieux électoral qui oppose le pouvoir au parti d'opposition. Il y a un contexte économique très malheureux parce que le pays est confronté à des difficultés financières, difficultés qui ont empêché le pouvoir en place de pouvoir honorer son engagement vis-à-vis des fonctionnaires tchadiens. Il y a un contexte social explosif traduit par un mémorandum qui a été édité par l'Union syndicale du Tchad. Tous ces éléments d'appréciation montrent à suffisance que le pays est en train d'aller tout droit vers une dislocation, si je dirais, une crise politique préélectorale. À cela s'ajoute un contexte international menacé par le terrorisme, qu'au niveau des partenaires internationaux, on voit en Libye qui va se présenter à l'élection du 10 avril. On le prend comme quelqu'un qui est le garant de la stabilité sous-régionale, garant aussi de l'unité au Tchad. Or, tous ces éléments d'appréciation sont remis en cause par un certain nombre d'oppositions politiques au niveau du CCI, mais aussi par un certain nombre d'acteurs de la société qui ont contesté la candidature de M. Libye à un sixième mandat. Face à cette situation, je pense que la seule personne habilitée à vous apporter d'éclairage n'est autre que M. Salih Keïta, qui se bat à l'intérieur. À l'intérieur, vous savez, la situation tchadienne est très difficile. L'opposition n'a pas droit au chapitre. L'armée reste dominante. Et cette situation la situation du Tchad nous a montré effectivement les limites avec les viols récents des Ouara. Ce qui a déclenché effectivement une colère pratiquement populaire au niveau national. Jamais dans ces pays il y a eu des manifestations sérieuses. Et l'affaire Zoura indépendant qui surveillons de près la situation du Tchad à l'approche de l'élection présidentielle. Donc pour débattre avec vous, aujourd'hui nous recevons M. Salih Keïta. Il va éventuellement apporter une visibilité, plus d'éclairage par rapport à vos attentes, plus aussi de réponses aux questions que vous allez peut-être formuler, voire l'interpeller sur cette situation. M. Salih Keïta, merci d'être venu. Et sans pour autant monopoliser la parole, je vais vous laisser introduire votre communication et dire que la situation politique du pays, vous venez du Tchad, vous avez été empêché à l'aéroport le mercredi dernier de monter dans l'avion. Ça montre effectivement que vous représentez une menace, je dirais, démocratique pour ce régime tchadien. On ne répond personne. Bon, ils exagèrent. Mais c'est une façon de dire que les petits fondements même de la société, les petits besoins fondamentaux de notre société ne sont plus couverts. Les gens, même quand ils disent qu'ils mangent mal, ils ne se soignent pas. Ils sont mal soignés. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas de centre de santé. Même s'il y en a, il n'y a pas de médecin. Quand il y a de médecin, il n'y a pas de médicaments. C'est ça la réalité du cas. La dernière fois qu'on s'est vu ici, je vous ai parlé des écoles en paille. Ça n'a pas changé. Des lycées entiers sont en paille, en tige de mille, ou en tige même de César. Je l'ai vu, je l'ai dans mon appareil photo, je peux vous le montrer. Et ça, c'est un pays producteur de pétrole. Quelle que soit la quantité de pétrole que nous avons pu produire jusqu'ici, je pense que ça vient en plus de ce que nous avons engagé et que nous continuons d'engager comme recette courante. Mais les recettes pétrolières, de notre point de vue, n'ont pas servi à développer le pays ou à changer un tant soit peu l'image du Tchad. Ce n'est pas la place nationale N'Djamena qui va régler le problème. Vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, des lycées entiers en paille. Vous allez dans la ville de Doba, députée capitale pétrolière, dans la ville de Doba, moi je suis dans un établissement complètement en paille. Des enfants assis par terre. Et vous avez l'image des enfants qui, après le cours,
chacun prend sa brique sur laquelle il est assis pour la ramener chez lui. Comme vous prenez cette chaise pour la ramener chez vous parce que c'est votre bien. S'il laisse la brique à l'école, le lendemain, il ne la retrouve pas. Parce qu'ils sont assis sur des briques. Ou les mieux lotis dans certaines régions sont assis sur des branches d'arbres, sur des piquets, sur des fourches. Voilà l'image de notre développement. Donc, voilà l'image de ce que les pétrolières ont abandonné dans notre pays, malgré tous les beaux discours depuis des années, la jeunesse et le fer de lance, la jeunesse et la priorité du Sud. Et concrètement, il n'y a pas de route. Concrètement, il n'y a pas de route. Je vous ai dit qu'il est passé plus d'un mois au Sud dernièrement, entre décembre et janvier. Pour parcourir 25 km dans certaines zones d'un village à un autre, on met 3 heures pour faire 25 km. Ça veut donc dire quoi? Que pratiquement pour certaines zones depuis l'indépendance, il n'y a pas un engin qui est venu réparer une route. Donc en vous disant que le régime a construit 2000 km de route bitumen, en attendant, il est censé des routes impraticables. Et ce n'est pas dans un système comme celui-là, où il n'y a pas de route reliant les villages entre eux, vous aurez ni la sécurité, ni les produits vendus à leur juste prix, parce que ça crée une spéculation dans l'autre sens. Donc tous ces échecs, vous y ajoutez des échecs sociaux et sociétaux, si vous permettez l'expression, avec les derniers éléments que nous vivons, vous avez bien la preuve que le Tchad est un pays qui est en train d'exploser. Il est en train d'exploser parce que des phénomènes comme ceux que vous avez appris, qui sont en train de se faire depuis aujourd'hui, ne sont pas isolés. Les viols, les autres activités ne sont pas du tout des activités qui sont isolées. C'est quand on apprend maintenant publiquement que des aveux commencent à sortir. Il y a des pratiques en fait qui étaient déjà fort anciennes et qui sont en train de se lever, de se révéler aujourd'hui au grand jour. Et c'est la capacité de dénoncer et de s'organiser pour le dénoncer qui est en train de se mettre en place pour nous. Vous avez vu, ça explose un peu partout, les manifestations dans différentes villes. On croirait même qu'elles sont organisées perlées, alors qu'en fait, tout ça c'est du spontané. C'est du spontané dans les zones du Nord comme dans les zones du Sud. On a tout pour fondement de manifester contre le régime. Et de ce point de vue, la jeunesse tchadienne, je peux vous le dire aujourd'hui, elle est nettement en avance sur nous autres. Les jeunes sont décidés en déroute avec le régime. Comment est-ce que ça va se passer? Dans quelles conditions cela peut se dérouler? Dieu seul le sait. Mais ça, c'est la réalité aujourd'hui du terrain que, pour la vérité de l'histoire, je me suis pu devoir vous dire. Pourquoi les partis politiques n'attendent? La question que je veux poser, c'est vraiment de poser. Et nous, partis politiques, que faisons. Je voudrais vraiment qu'on soit au même niveau de compréhension des choses pour qu'on voit comment elles peuvent s'échelonner. Depuis longtemps, je dis à mes amis, quand on discute, qu'il ne faut pas oublier une donne qui est importante. Il y a très peu de militants au Tchad. Nous ne sommes pas comme d'autres pays africains qui ont connu une évolution normale, où il y a eu du militantisme, soit scolaire, étudiantin ou professionnel, très accentué comme dans beaucoup de pays de l'Ouest, avec une société civile très grande qui vient en appui de tout cela, en appui aux partis politiques. Le Tchad n'a pas connu ce processus. Je suis désolé de dire à mes compatriotes que nous, notre seule façon de contester, c'est de prendre le fusil et d'aller en brousse. C'est tout ce qu'on a connu. C'est pas peu, on a connu beaucoup de gens. Mais le militantisme tchadien, c'est les groupes politico-militaires. C'est la rébellion armée. On a vécu ça depuis une quarantaine d'années et plus. Et le résultat aujourd'hui, c'est cela. Nous n'avons pas de militants. On a très peu de militants. Tous les, je vois un peu les anciens qui sont ici, tous ceux qui, de votre génération, ont fait l'Europe ou l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui sur le terrain, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, même du point de vue syndical. Il n'y a pas de syndicalistes. Et lorsque dans un pays, vous n'avez pas de militants, du point de vue maintenant de l'organisation politique de la chose, pour une contestation plus élaborée, plus poussée, même si quand on est décidé, ça a du plomb dans l'air. Et donc ceux qui le font à leur risque et périls, sans en connaître les tenants et aboutissants. C'est malheureusement la situation que nous vivons
avons aujourd'hui. Et donc, nous, politiciens, entre guillemets, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup, tout comme je n'aime pas non plus le mot en politique, disons des acteurs politiques, si on peut les appeler comme ça. Les acteurs politiques, nous avons une faiblesse. C'est ce qui fait que nous n'arrivons pas à nous organiser. Nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble très facilement en voyant un peu dans les contradictions lesquelles on peut isoler pour faire avancer l'autre. On n'a pas encore fait ça, je crois, jusqu'ici, mais j'ai vraiment confiance en nous. Et quand je vois un peu ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, je crois que poussé notamment par une jeune classe politique qui est en train de monter, c'est possible. Parce que la marche avortée du 23 février n'aurait même pas pu, on n'aurait même pas pu y penser hein, il n'y a pas très longtemps encore. C'est bien pour cela que depuis que j'ai au pouvoir, depuis 25 ans, on n'avait jamais entendu de marche de l'opposition. On ne l'a jamais fait. La seule marche dans ma mémoire qu'on ait faite, c'est celle de février 91 pour aller enterrer le maître Midi de la LDDH qui avait été assassiné quelques jours plus tôt. De mémoire, hein, moi qui ai bien depuis 26 ans, c'est la seule fois où nous avons organisé de façon spontanée cet enterrement qui a été une marche sur des kilomètres, puisqu'on a été enterré au cimetière de Facha. Partant de Moussal, vous voyez un peu la distance, 5-7 kilomètres, une marée humaine. Et j'en ai fait à l'époque, hein, quand j'étais à Damanagdo, j'en ai fait des photos qui aujourd'hui, quand on les voit, on se demande si vraiment c'est au Tchad qu'il a pu y avoir une telle démonstration. Mais depuis, plus rien. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je dis que le simple fait qu'on ait pu dire qu'on va faire une marche, en soi, c'est quelque chose d'important. Et on n'a pas marché. Pourquoi n'a-t-on pas marché? Là maintenant, les avis sur cette marche avortée, les avis sont divergents. Mais tout ce que moi je peux vous donner comme élément d'information, c'est que les responsables politiques que nous sommes, au matin de la marche, quand la veille on a appris que par arrêté, le gouvernement a interdit la marche, on s'est donné rendez-vous à 6 h du matin chez moi. On a discuté pendant 2 heures pour savoir si on maintenait la marche. De toute façon, au plan physique, on ne pouvait même pas maintenir la marche parce qu'une marche part toujours de quelque part pour aboutir à un autre lieu. Mais le lieu d'où on devait partir était occupé entièrement par les services de sécurité. On n'avait donc aucune possibilité d'y accéder. On n'avait même pas de possibilité dans les lieux adjacents de se poster pour déclencher. Physiquement, comment allait-on le faire? On n'a pas trouvé de solution. Et nous avons eu des informations qu'on nous a communiquées dans la nuit jusqu'au matin, qui nous ont amenés aussi à être peut-être un peu trop prudents. Mais nous avions estimé que nous n'avions plus la capacité d'organiser une marche pacifique dans de bonnes conditions. On n'avait pas de service d'encadrement de notre marche. On n'avait pas tous les militants qu'on avait prévus pour nous encadrer. Se sont révélés impuissants, en tout cas pas en nombre suffisant comme on avait souhaité. Et donc, on s'est demandé comment est-ce que nous pouvions prendre la responsabilité de déclencher cette marche que nous ne pouvions pas nous-mêmes contrôler. Les forces en présence, les forces de sécurité étaient nombreuses. On a dénombré, que là où on voulait partir, une cinquantaine de véhicules de la police et de la gendarmerie. Et des véhicules qui étaient postés un peu à tous les carrefours, notamment un rond-point stratégiquement important qui a 380 où ils ont compris qu'on pouvait effectivement partir là aussi. Et ils jalonnaient comme ça jusqu'à la mairie qui était le point final de notre marche. On ne pouvait pas marcher. On ne pouvait pas marcher parce que nous avons aussi appris que c'est la garde nationale et nomade qui était prépositionnée si on devait marcher. Je ne sais pas si je vous fais comprendre. Parce que la gendarmerie et la police auraient pu certainement s'opposer efficacement à la marche, mais le pouvoir a conçu une force plus répressive, qui est la garde normale, qui, elle, comme son nom l'indique, n'est pas en rapport avec la population, c'est une garde nationale et normale, donc c'est une force, j'allais dire, de terreur. Mais nous avons donc vu quelles conséquences on pouvait donc entraîner en laissant cette marche se poursuivre.
Donc nous avons, par sagesse, par responsabilité, d'autres vont dire par peur, nous acceptons tous ces mots-là, nous avons décidé de suspendre la marche. Autour de 9 heures, avec plein de gens qui sont venus devant chez moi, parce qu'il y a des espaces vides. J'ai pu m'adresser à ces gens-là pour dire que pour diverses raisons, la marche est suspendue. Mais est-ce que vous imaginez la catastrophe qu'on a évitée? Parce que les jeunes qui n'avaient pas d'information, c'est à partir de 10 heures qu'ils ont commencé à bouger. Les 2 lycées. Quand on dit lycée, je crois que tous ceux que je vois ici, jeunes ou anciens, le savent. Lycée Eboué, lycée technique qui se font face, contre 30 000 élèves. Les 2 lycées. Puis ensuite, les nouveaux lycées que vous ne connaissez pas. Ibn Sina, Liberté, Gassi, et que sais-je encore, l'université Faisal, tout ça, c'est au moins encore 30 à 50 000 personnes en mouvement. Tous ces jeunes-là étaient en train de se mettre en mouvement pour venir faire comme ça, d'où la marche de l'Est, ou pour certains, directement à la mairie. Est-ce que vous imaginez un peu le cauchemar qu'on a ressenti lorsqu'on a vu de quelle trappe nous avons pu nous échapper? Qui aurait pu assumer cette responsabilité-là? Qui voulait nous prendre ça? Nous l'avons fait. Tous les responsables politiques, en particulier ceux qui allaient aux élections, devaient être, ça c'est une occasion en or pour le régime, on devait prendre tous ces gens-là, en 48 heures, les condamner, Korotoro, c'était prévu. Mais là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le sang qui allait couler. Face à une situation comme celle-là, vous savez, chacun a son opinion. Oui, si on veut changer le tag, il faut bien que le sang coule un jour. Ok. Mais dans quelles conditions? Comment est-ce que ça allait se passer? Personne ne peut vous dire quel est le schéma qui était en place. Personne. Nous avons, je pense, fortement renoncé à cette marche. Je ne sais pas s'il y en aura une autre d'ici au 10 avril, mais en annonçant la marche déjà, nous savions qu'une partie de la société civile organisait la ville morte le lendemain. Donc depuis quelques jours, nous-mêmes on s'était fait les adeptes de la ville morte, ce qui fait que la ville morte a eu un succès retentissant. Toutes les boutiques de N'Djamena à 90% étaient fermées. À l'intérieur du pays, dans toutes les grandes villes, ça a pris. Et les gens qui ont suivi la ville morte n'ont même pas cherché à savoir d'où venait le mot d'ordre, ni pourquoi, ni comment. Ils ont seulement appris qu'il y avait ville morte pour marquer leur adhésion totale à ce mouvement. Et en tout cas, leur opposition au régime, c'est ça qui a amené beaucoup de villes à ne pas fonctionner et à faire donc la ville morte. Qu'est-ce qu'on va faire après ça? On a raté la marche, on a la ville morte. D'autres mouvements sociaux peuvent intervenir. Il y a des idées en cours actuellement. Mais l'élection, c'est pour le 10 avril. Nous, politiques, nous disons que la plus grande manifestation à faire, c'est le 10 avril. C'est le jour du vote. Il faut qu'on continue l'information, la sensibilisation de nos compatriotes pour qu'ils sachent que pour se défaire de ce régime, il faut aller au 10 avril et voter massivement contre. Je vous donne l'exemple de l'or du Bata. L'or a surgi subitement comme ça dans le Bata, on ne sait pas d'où. Jusqu'à maintenant, les géologues n'ont pas encore donné d'explication. Mais toute la population, des gens venaient de partout pour aller exploiter l'or au Bata. Il y en a qui ont vendu leurs concessions, il y en a qui ont vendu leurs biens pour acheter des pick-up, acheter des machines qui peuvent détecter où se trouve l'or. Et puis subitement, le régime a mis fin à ça de façon brutale. Et les compatriotes du Bata dans cette région concernée, quand ils ont senti, quand ils ont vécu cette injustice du pouvoir, vous savez comment ils ont réagi? Ils ont chacun sorti le récépissé de la carte d'électeur. Ils ont déchiré. Voilà, si c'est ça qu'ils veulent faire, ben, nous n'irons pas voter. On va voir ce qui va se passer. Alors, permettez-moi de sourire, parce qu'en réalité, il ne fallait pas déchirer le récépissé, parce que c'est ça qui vous permet d'aller récupérer votre carte. Et donc, vous ne pourrez pas voter. C'est ce qu'on avait expliqué. Vous ne pourrez pas voter. Sans récépissé, vous n'avez pas de carte, donc vous n'avez pas la possibilité de sanctionner de façon démocratique ce pouvoir. Et c'est ça le dernier mot que je voulais vous dire.
nous croyons fermement à la possibilité pour les Tchadiens, le 10 avril, de censurer le régime. Nous pensons que c'est possible. Il faut qu'on se mette encore dans le jeu de façon beaucoup plus intense. Nous sommes actuellement en période préélectorale. La campagne elle-même va commencer le 20 avril pour finir, je crois, le 8 ou le 9, 20 mars pour finir le 8 ou le 9 avril. On aura un mouvement de 3 semaines. Mais nous avons la capacité, nous avons la possibilité d'être en pré-campagne. C'est ce que nous faisons depuis décembre jusqu'à mars pour entrer dans la phase de campagne officielle. Cela va nous permettre de mieux nous identifier, de mettre en place une machine, qu'elle soit commune ou pas, mais qu'elle permette l'unité d'action de l'opposition. Je crois que c'est le plus important. Si on peut comprendre que nous pouvons mettre nos forces ensemble et que le plus important dans cette élection, c'est de sécuriser les bureaux de vote et les résultats, je crois qu'on aura gagné. Et ce sera pour le Côte d'Ivoire un pas important pour la réponse. Donc voilà, chers amis, chers frères, chers camarades, ce que moi j'ai voulu vous dire pour introduire cette causerie débat. Il ne faut pas que le monopole soit de mon côté ici. Chacun d'entre vous pourra s'exprimer par des questions, par des solutions, par des avis, pour mieux animer notre propre population. Voilà, merci beaucoup et merci à la merci aussi à la salle d'avoir été attentif à cette communication assez importante. Une communication aussi en tête historique et importante dans la mesure où le système de Côte d'Ivoire est parti de l'itinéraire politique du pays, où dans ce pays on a l'impression que la règle du jeu démocratique est totalement déviée, l'espace de liberté également, parce que quand on voit que l'opposition est contrariée, la société civile également elle est contrariée de manifester dans la rue, comme en témoignent toutes les manifestations qui ont été interdites. Manifestation, je parle de la manifestation d'abord du 14 février, des jeunes policiers qui réclamaient justice ce jour-là. Il y a également la marche de l'opposition qui a été interdite à la veille par le ministère de l'Intérieur. Il y a aussi, il faut saluer le succès de journée du monde lancée par plusieurs organisations de la société civile, dont INA, Sasuki et Trosoco. Cela montre à juste titre que le peuple s'est approprié la lutte face à la difficulté de l'opposition démocratique à s'organiser, à faire face à un pouvoir aussi répressif, à faire face aussi à un pouvoir qui ne laissait en aucun cas de effectivement à son opposition aux partis politiques, même aux leaders de l'opposition et même à la société de s'exprimer. Et donc je comprends effectivement l'espoir de Don Tchadé par rapport à cette élection du 10 avril. Et moi, ce que je voudrais, je m'interroge sur la volonté effectivement de Déby qui détient une armée aussi répressive. Est-ce que si on arrivait à aller même à une élection avec et qu'on a libéré à les battre, est-ce que cette armée tchadienne, quelle sera sa position? C'est ça mon objectif. Donc sans pourtant retenir la parole, je vais donner la parole à la salle, à des journalistes qui sont présents, à des militants associatifs qui sont aussi présents, et des acteurs politiques aussi qui sont parmi nous. Et encore une fois, merci. Bonjour. Vous n'avez pas une liste? Oui. Une liste pour ceux qui vont prendre la parole, je vais dire. Ok. C'est comme vous voulez. Je me présente brièvement. Bonjour à tous. Juste le nom pour qu'on le. Oui. Comme là. Une série de 3 questions. Ok. Donc, je suis Komlan Nisséon. Je passe même donc les thèmes techniques de biométrie au train. Soit dit en passant, j'ai travaillé donc pour SAGEM pendant quelques mois donc justement donc sur la biométrie. Ça résout très peu de choses. On voit donc tout ce qui est mis en place pour renflouer les urnes et pour fausser donc les résultats. Ce n'est pas le cas particulier du Tchad. Je vous rappelle en passant qu'en 2011,
nous avons eu au Bénin le chaos électoral au premier tour. Et aujourd'hui, en 2016, on nous prépare encore le chaos électoral au premier tour au Bénin. Et cette fois-ci, ce n'est plus un candidat n'importe lequel. C'est un envoyé spécial, un néocolon qui est envoyé donc de Paris. D'abord, il a été désigné en août 2015 Premier ministre, alors qu'il ne connaît pas une seule langue du pays, alors qu'il n'a jamais vécu dans le pays. Il est né en France, il ne connaît que les arcanes de la France. Il a été dépêché donc à Cotonou pour devenir président de la République. Dans ces conditions, je me fais quelques soucis pour mes frères et combattants tchadiens. Pensez-vous vraiment qu'on peut attendre quelque chose de ces élections? L'élément que je vais apporter, c'est que nous, aujourd'hui au Bénin, nous sommes arrivés à la conclusion, et c'est autour de cela que nous nous battons, qu'on ne peut rien attendre des prochaines élections présidentielles du 6 mars, si la date, si les élections tiennent. On ne peut rien attendre de ces élections présidentielles. Soit dit en passant, au Bénin, on a mis en place ce qu'on appelle donc la LEPI, la liste électorale permanente électronique. C'est la même chose que la biométrie. Cela n'empêche pas donc le renvoi des urnes, et cela n'empêche pas le chaos au premier tour. Et même si c'est 2 tours, parce qu'au Bénin aussi nous avons 2 tours. Non, ce n'est pas ça. Je pense que Déby, un dictateur, il s'appuiera d'une part sur son armée, il s'appuiera d'autre part sur l'ancienne puissance colonisatrice, qui a tout à gagner et qui joue des coudes, des pieds et des coudes dans les coulisses pour que son candidat reste toujours au pouvoir. Alors dans ces conditions, je suis un peu surpris, je suis presque estomaqué quand notre frère député nous dit « Nous sommes confiants ». Oui, mais vous vous appuyez sur quoi là? Et en même temps, vous nous dites le Tchad n'est pas comme les autres pays, nous n'avons pas de militants, aguerris. Mais oui, mais les militants, ça ne s'invente pas. Les militants, ça se forme. Les militants, ça se mobilise. Et quand on fait ce choix, c'est le choix de toute une vie. J'ouvre rapidement une parenthèse, je suis un ancien réfugié politique du Bénin en France. Je n'ai jamais rêvé, même dans mes cauchemars, venir vivre en France. J'ai travaillé au Bénin pendant 3 ans et j'ai été contraint, après 3 mois de clandestinité, de prendre le chemin de l'exil. Et donc, dans ces conditions, je vais finir par là une question. Aujourd'hui, avec... Bonjour, Régis Martin, journaliste. Que deviennent les législatives qui avaient été reportées de l'année dernière? Est-ce qu'elles ont un enjeu par rapport à... Est-ce qu'il y a un enjeu, un lien entre la présidentielle et les législatives finalement? Quel est ce lien? Pour revenir sur la biométrie, passé avec la société Morpho, est-ce qu'elle a joué le jeu? Est-ce qu'elle a au contraire transparence? Finalement, comment va être l'identification des électeurs le jour du vote s'il n'y a pas de biométrie? Est-ce qu'on va avoir comment va être la carte? La dernière question pour cette séance. Merci, c'est Béassoum. Je m'adresse à M. Sal Kebzabo en ma qualité de représentant de l'URD à Paris. J'ai bien écouté l'intervention que vous avez exposée. Je vais vous poser une question. Quel est l'ordre de bataille que l'opposition envisage adopter pour aller aux prochaines élections du 10 mars prochain, du 10 avril prochain, excusez-moi. Nous avons connu beaucoup d'élections par le passé.
Je ne vais pas faire le récapitulatif. La méthode a été toujours la même. Si aujourd'hui, M. Saleh Kebzabo, en sa qualité de chef de file, ne donne pas de consignes précises comment l'opposition de manière générale doit s'organiser pour combattre Déby le 10 avril prochain, comment on va faire? Première question. Deuxième question, la remise en cause du recensement biométrique. Je ne sais pas si on vous a tenu informé à N'Djamena, mais ici, à Paris, à l'ambassade du Tchad à Paris, ce qui s'est passé, il n'y a qu'un seul bureau de vote pour toute l'Europe. Je répète, il n'y a qu'un seul bureau de vote à l'ambassade du Tchad à Paris pour toute l'Europe. L'ambassade a envoyé des moyens, des cars à Strasbourg, à Lyon, à Bordeaux, pour ne transporter que des sympathisants du MPS et se faire recenser à Paris. Imaginez une famille, monsieur, madame, 2, 3 enfants qui habitent à Marseille. Il doit payer de sa propre poche un aller-retour Paris-Marseille. Ça suppose 5 billets de train aller pour se faire recenser, 5 billets de train pour venir retirer la carte et 5 billets de train aller-retour pour venir voter. Ça coûte moins cher d'aller se faire recenser au Tchad, voter et revenir. Faites le calcul. Voilà ce qu'on a constaté. Je ne sais pas si on vous a tenu informé, mais l'élection, surtout à Paris, c'est gagné d'avance. Imaginez le même principe, on l'applique en Arabie Saoudite. Le même principe, on l'applique en Afrique de l'Ouest. Mais c'est gagné d'avance. Et quand vous dites, il y aura absolument 2 tours. Ici se comporte en France ou en Europe, mais la question aérienne manque de vitalité, manque de points, manque d'engagement puissant. J'espère que les événements que nous avons à l'intérieur peuvent avoir des répercussions. Je pense que ça allait effectivement vous amener à participer de façon plus efficiente à la vie politique nationale. Même si, par ailleurs, en termes d'élection, il n'y a que 400 Tchadiens qui sont enregistrés à Paris, donc en Europe. Ça fait partie des mécanismes mis en place par le pouvoir pour ici et là se choisir les électeurs. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'en France, par exemple, il n'y ait qu'un seul centre d'enrôlement, ou qu'en Europe, il y ait un seul centre d'enrôlement. C'est évident que là, c'est un choix politique qui est fait en faisant cela. Lorsque on a fini le premier tour de recensement et qu'on s'est rendu compte que sur les 135 000 électeurs de 2011, cette fois-ci, avec la biométrie qu'on y arrive, on était à 22 000 ou 23 000. Et là, ça les a amenés à réfléchir et à se rendre compte effectivement qu'ils ne peuvent pas aller à une élection dans ces conditions-là. C'est pour ça qu'ils ont rajouté 3 villes. Garoua au Cameroun, New York aux États-Unis et Al-Djenna au Soudan. Au Cameroun, ils ont envoyé 3 kits d'enrôlement. Al-Djenna au Soudan, ils en ont envoyé 45. Ça a donné quoi comme résultat? Ils ont enregistré 23 000. 23 000 Al-Djenna, où des paquets entiers d'actes de naissance ont été envoyés pour être distribués à tous ceux qui étaient sur l'enrôlement. Al-Djenna, c'est quand même Soudan. On dit qu'il y a beaucoup de Tchadiens là-bas, je le veux bien. Mais pourquoi est-ce que ceux du Cameroun n'ont pas eu droit aux mêmes faveurs? À Garoua, ils n'ont reçu que 3 kits. Et c'est quand on a protesté vers la dernière semaine du recensement qu'ils ont envoyé 2 autres kits. Pour, on a reçu quoi, 5 000 électeurs à Garoua, alors que des files entières étaient positionnées au consulat pour conduire le recensement qu'on a arrêté. Donc voilà, c'est avec ça qu'on va faire. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'on fasse. Nous ne sommes pas en mesure de demander à nos militants de Marseille ou de Lyon de payer, comme il l'a dit, les comptes sont trop élevés pour ceux qui voudraient le faire, de venir se faire recenser, de venir retirer la carte et venir voter. Ça coûte trop cher. Nous n'avons pas, nous, en tant que parti politique, les moyens aussi de faire venir nos militants de différentes villes de France ou d'Europe à Paris. Si on avait cet argent-là, je crois qu'on investirait à l'intérieur du pays pour battre une campagne beaucoup plus efficiente pour avoir plus de voix. Donc voilà pour ce qui concerne ces questions. Et la dernière à laquelle
Je vais m'empresser de non pas la dernière, parce que le régiste a posé des questions auxquelles je dois répondre. Quel ordre de bataille? L'ordre de bataille ne vient pas du chef de l'opposition. Il faut qu'on fasse très attention à cette notion de chef de l'opposition. Il est issu de la loi. La loi dit tout simplement que le chef du parti qui a le plus d'état à l'Assemblée nationale est le chef de l'opposition. C'est une façon démocratique, on pense, de reconnaître un peu le jeu démocratique qui est mis en place en permettant à l'opposition d'avoir une situation institutionnelle. Mais ça s'arrête là, parce que le début n'a rien mis en œuvre. Hein. Pour qu'il signe le décret d'application, il a fallu que l'opposition lui envoie une lettre collective. Il a signé le décret qui date de 3 ans, je crois. Et depuis qu'il a signé le décret, il s'est assis dessus, il a enfermé dans un pouvoir. Rien n'a été mis en œuvre pour que le chef de l'opposition joue son rôle effectivement, comme par exemple au Burkina ou au Niger. Il n'a aucun moyen financier, ressources humaines, matériel, rien. Donc le chef n'avait pas le comité devant vous ici, tout simplement. Et je ne pense pas, et je l'ai dit aux amis d'ailleurs, que le chef n'a pas besoin de répondre. Moi, mon rôle, c'est de nous organiser pour qu'on s'entende souvent sur le statut minimum. Et c'est ce qui va se passer de plus en plus qu'on s'approche des élections. Nous avons un schéma, il n'est pas détaillé, nous avons un schéma qui n'est pas secret. C'est celui d'être ensemble, c'est celui d'être dans les. Il faut que tous les opposants se mettent ensemble, de façon franche, de façon sincère, pour aller aux élections, avec comme objectif, tout simplement, d'éliminer des vies. Moi, je pense que si on se met d'accord là-dessus, ça a l'air petit, mais c'est très grand. On n'a pas toujours les moyens de nos ambitions. On n'en a pas du tout. Ce que vous savez de nous, là, ce que vous êtes aussi, hein, nous sommes tous les mêmes Tchadiens. On n'a pas, comme dans certains pays, de positions très riches, des milliardaires et autres, on n'en a pas dans notre pays. Les seuls milliardaires, c'est les gens du RPS. Pour avoir pillé assez ouvert le pays depuis 25 ans, c'est eux qui ont les moyens. Et vous allez voir, pendant les élections présidentielles qui vont arriver, vous verrez l'argent qui va sortir. Vous allez dire, donc c'est où? Mais l'argent sortira et vous verrez que les gens du RPS vont inonder le pays d'argent. Mais nous, le défi qui se présente à nous, c'est de pouvoir mobiliser la population pour résister à cet attrait de la part du gain. Est-ce que nous aurons assez d'arguments pour leur faire comprendre qu'on peut consommer cet argent-là et en restant toujours libre et indépendant? C'est ça, je crois, un peu l'enjeu pour l'opposition. Pour ce qui concerne la dernière question relative aux législatives, pour commencer par celle-là, nous avons depuis quelques mois voté une loi à l'Assemblée pour prolonger le mandat de l'actuelle Assemblée nationale sans délai. On n'a pas fixé de délai. Mais je pense que politiquement, quel que soit celui qui va gagner l'élection à venir, il sera bien obligé, si c'est un opposant, de dissoudre l'Assemblée et d'aller à de nouvelles élections collectives dans la foulée. Même le pouvoir, je pense, ne pourra pas laisser cette Assemblée en place avec un délai qui soit imprécis et qui va dépasser l'année prochaine. Parce qu'on garde encore un mauvais souvenir de la législature précédente, où au lieu de 4 ans, il a bénéficié de 9 ans. C'est très impopulaire. Je ne pense pas que c'est possible encore. Alors, vous demandez comment l'électeur sera identifié. Mais moi, je voudrais revenir sur la biométrie quand même. Je ne suis pas un adepte aveugle de la biométrie qui a été mise en œuvre au Tchad. Je suis tout à fait conscient de ses limites. Mais ce que je voudrais dire, et je vous ai donné des exemples tout à l'heure, ce que je voudrais dire, c'est que la biométrie a quand même permis de remettre certaines choses à plat. Vous voyez le chiffre des Tchadiens de l'étranger, le premier recensement, 135 000 contre 23 000. Il y a quand même plus de 100 000 personnes. Donc on peut dire que avant, c'était de la fantaisie pure et simple. Ce n'était pas des électeurs qui étaient effectivement inscrits. Mais cette fois-ci, avec le jeu des actes de naissance qui sont distribués ici et là, notamment au Soudan, on arrive avec les 23, 22 000, je crois, nouveaux électeurs de Djenena, on arrive à 44 000, on est à moins de 50 000. Mais ça nous amène toujours loin, les 135 000 de 2011.
Donc ça veut dire quelque part que l'effet de la biométrie est quand même réel. On ne peut pas faire n'importe quoi. On avait inscrit les mineurs, mais ça c'est pas la faute de la biométrie. C'est une technique de fraude qu'ils ont trouvée, qui a été très vite démantelée, et dont j'espère qu'après les plus de 200 000 personnes qui sont liées, on sera présent dans les bureaux de vote pour refuser que des mineurs reconnus mineurs comme ça, le visage, puissent voter. Mais pour le reste, je voudrais quand même qu'on parle de la même chose. Hein. Nous, notre biométrie s'arrête au recensement. La biométrie que nous avons acceptée ne va pas gérer l'élection elle-même. L'élection va se poursuivre comme avant. On a insisté pour que chacun ait sa tablette, sa calculatrice, pour faire ce tour et non pas attendre que par miracle, on vous annonce au cours de 48 heures qu'un tel a été élu. Donc nous avons encore beaucoup de possibilités, beaucoup de marge de manœuvre en disposant, nous espérons, à temps de nos résultats par les procès-verbaux qui nous sont légalement remis. Nous pensons que les partis politiques, les candidats, pourront très facilement faire leur compte. Il y a juste une question, juste un gros problème que j'ai posé aux amis et sur lesquels on n'a pas encore débattu pour trouver la réponse. C'est le problème de la coupure des moyens de communication. Nous avons vu pendant cette petite crise, je vais l'appeler ainsi, que nous vivons depuis 2 semaines, de temps en temps, les réseaux sociaux sont coupés. WhatsApp, Facebook, pendant 1-2 jours, on coupe, puis on remet, c'est suivant. Vous savez, comme disent les pidgins, comme on dit en pidgin, man passe man. Donc, vous pouvez toujours trouver sur le plan technologique quelque chose, quelqu'un d'autre trouvera encore comment vous contourner. Mais ça veut déjà dire, ça préfigure un peu ce qui va se passer au moment des élections. Lorsque, au moment des élections, au bout de 1-2 jours, le pouvoir va se rendre compte qu'il a perdu, il est capable de couper pas seulement les réseaux sociaux, mais même Internet. Pas seulement Internet, mais même les communications téléphoniques. Ça, ensemble, téléphone au chat, on fait bon. Donc c'est un peu le défi qui nous est lancé. Je crois qu'on est en train de réfléchir à cette question qui est très importante pour nous. Et le moment venu, j'espère qu'on aura des solutions à mettre en œuvre pour ce contexte. Merci, M. Kibzabo. Merci d'avoir apporté les réponses générales aux questions posées par les intervenants, les réponses à cette réponse. On va ouvrir une seconde. Je laisse aux autres les questions sur le réalisme, le choix de la France. Et nous sommes tous concernés par la question, chacun d'entre nous peut la poser. Nous allons aller vers une deuxième série de 3 questions. Monsieur Doki. Depuis Barou, on a le Mondo et le général André. Bonjour, je suis Doki Walou, membre de l'opposition politico-militaire. Monsieur le Président Saleh, malgré toute votre bonne volonté, je crois que vous connaissez assez bien notre pays et vous connaissez assez bien Déby. J'ai fait un peu de contour, excusez-moi. Notre président général, le sultan Idriss Déby, aujourd'hui président de l'Union africaine, que cette Union africaine qui appartient à l'Afrique a déjà donné son aval qui sera président. Parce que quelqu'un qui va aux élections dans 2 mois, l'Union africaine tout de suite le bombarde président de l'Union africaine. Déjà, ils vont venir féliciter. Ma question est celle-ci. Vous avez fait, je crois qu'on a fait au Tchad 5 élections. Enfin, c'est le 5e qu'on est en train de faire, je crois. Mais Déby n'a jamais gagné des élections. Aujourd'hui, qui a de biométrie, qui a toutes les bonnes volontés, vous pouvez réunir. Mais il a la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, l'armée clanique. Même si vous pouvez faire à 2, c'est ça. Déby gagnera son élection. Rien à faire. Quelle sera la solution? Je suis désolé. Notre pays, aujourd'hui, le Tchad, est sur, comment dirais-je, un magma. On ne sait pas quand est-ce que ça va exploser. Ce monsieur aujourd'hui, s'il meurt naturellement, c'est un problème. Quelqu'un viendra le tuer, doublement de problème. Il y a une famille qui s'est accaparée du lieu du pays et ils nous ont pris en otage.
Nous, aujourd'hui, nous sommes les otages d'Idriss Déby. Ne rêvez pas. Il ne faut pas qu'on rêve. Il n'y aura pas des élections. Un moment, M. Saleh, vous avez accepté, peut-être vous avez cru, avec votre bonne volonté, d'accompagner M. Déby en étant son ministre. Pas seulement vous. Il y avait d'autres, il y avait Kamogé, il y avait d'autres. Vous avez cru, peut-être que ce monsieur changera. Mais il ne changera pas. C'est un monsieur qui est... jusqu'à là, je crois que les Tchadiens n'ont pas connu Déby. Déby, il est embourbé dans l'affaire après. Il a ses propres affaires. Les Ibni, les Bédi, les Bissot, les... Mais il va aller où? À sa place, je ferai la même chose. Un homme qui dit à son peuple que j'ai traversé un rideau de sang pour venir. Mais qu'est-ce que vous attendez de ce monsieur? Je crois que ces élections, c'est prolonger notre souffrance. L'échéance, hier vous avez refusé en disant que bon, si on sort peut-être, il y aura 30 000, 40 000, etc., il y aura du carnage. Mais ces carnages nous attendra encore. C'est ça, il faut que les Tchadiens sachent qu'on est pris par un homme. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les élections, on peut beau faire, il n'y aura pas d'élection. Demain, Monsieur le Président, nous vous félicitons pour votre brillante élection. À commencer par la CEMAC, l'Union africaine et les Européens. Alors, bon, je ne sais pas, monsieur le Président, excusez-moi. Tout à l'heure, vous venez de dire que bon, vous rejetez. Vous avez peut-être réfléchi et tout ça. Aller à l'élection séparément, peut-être c'est une solution. On ne sait pas. Ceux qui ont fait le maths, peut-être qui peuvent nous expliquer ces calculs. On ne peut pas savoir. Mais si vous passez dispersé, vous pensez que vous allez gagner des billes. Mais pourquoi vous n'allez pas avec un seul candidat et perdre? De toute façon, vous allez perdre, quelles que soient les conditions. Au moins ce que vous avez tenté. Et quelle sera maintenant la solution? Supposons que demain vous gagnez et Déby, il ne va pas vous laisser prendre ce siège. Quelle sera la solution? C'est ça ce que les Tchadiens attendent. Merci. Bonjour, je m'appelle Raimundo. Je suis le chef d'opposition d'une partie de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, la situation est presque la même qu'au Tchad, quoi. Sauf que nous, on ne peut pas avoir une opposition à l'intérieur du pays. On n'a pas de société civile, il y a 2 radios. Nous avons des élections prévues dans cette année, 2016. Lorsque je vois les médias ici, ils disent qu'il n'y a pas d'opposition en Guinée équatoriale, que bien on va gagner des élections. Mais une simple question, c'est qu'on bien n'annonce pas des élections. Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Et contrairement à vous, moi je suis là. Le peuple équatorien savent qu'on ne peut pas avoir d'opposition à l'intérieur du pays. Il n'y a pas moyen de pouvoir gagner ou bien aux élections. Et je vais vous dire quelque chose qui vient d'arriver. Je forme mon parti depuis ici avec les autres personnes qui sont en exil. Et nous sommes en train de regrouper les jeunes. Ils se sont regroupés le 22. Et ce sont eux-mêmes qui m'ont dit, avec les autres, si vous venez pour participer aux élections, oubliez-nous. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas gagner bien aux élections en Guinée équatoriale. La seule chose dont nous misons, et c'est la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'un régime comme celle d'Obiang, c'est un régime qui ne peut pas exister s'il n'y a pas d'abondance de ressources. Parce que c'est des gens qui ne vivent pas, qui ne gèrent pas leur régime avec la science, avec le calcul. Ils avaient du pétrole avec 100 barils de dollars. Là, le pétrole a 30 barils de dollars. Ils n'arrivent plus à gérer le pays. Donc nous nous misons que le pays va se brûler seul. Donc la seule chose dont nous pensons que, quoi qu'il en soit, des soutiens d'Obiang à l'extérieur
quoi qu'il en soit, les gens qui disent la Guinée équatoriale va bien parce qu'ils mangent de la main de bien, le peuple équato-guinéen sait que le régime va s'écrouler. Donc, ma question, c'est la même. Est-ce que vous pensez qu'en allant dans des élections, en le perdant ou en le gagnant, Idriss Déby va quitter le pouvoir? L'autre question, c'est quel est le rapport entre vous et l'opposition en exil? Parce que nous, aujourd'hui, on se trouve avec deux ennemis. Nous avons Obiang et nous avons les opposants qui sont à l'intérieur du pays, qui ont participé aux élections avec lui et qui nous font la guerre aussi. Voilà mes deux questions. Moi, je suis André Ngabatem, ancien officier pilote de l'armée de l'air tchadienne. J'ai deux questions à poser. Ma première question a été déjà en partie posée par le compatriote. C'est ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qui bloque ou empêche l'ensemble de l'opposition reconnue pour désigner un seul candidat pour qu'ensemble, que ce candidat-là puisse faire face aux candidats issus de la mouvance présidentielle? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que est-ce que l'opposition tchadienne dans sa globalité ne dispose pas d'argumentaire nécessaire pour convaincre certains officiers tchadiens pour qu'au moment des manifestations, que ceux-là puissent se joindre à la manifestation populaire ou éventuellement s'exprimer, surtout s'exprimer sur la problématique socio-électorale qui se profile à l'horizon. Je vous remercie. Vous répondez, et puis après on va faire une dernière séance de 3 questions. Ok, ça commence à être de plus en plus forcé. Mais, Doki, moi je ne peux pas répondre à cette question-là. Je crois que c'est tout le monde qui est concerné, c'est tous les Tchadiens qui sont concernés. Si nous estimons que Déby est tellement fort et puissant que ce n'est pas la peine d'aller aux élections, nous laissons tomber. Que tous on se met d'accord, on laisse tomber les élections. Et comme ça, on attendra. On attendra que la nature peut-être fasse son travail. Mais est-ce que nous l'entendons ainsi? Je ne crois pas. Mais je crois qu'à l'intérieur du pays, ce n'est pas notre point de vue. Nous ne sommes pas unanimes. Il y a des Tchadiens qui raisonnent beaucoup. Il y en a qui passent me voir. Ils disent, mais toi, la fureur, pourquoi? Je crois que c'est type-là, il va partir. J'ai dit oui. Moi, je suis convaincu qu'il va partir. Et je crois qu'il faut que les Tchadiens soient convaincus, sinon ce n'est pas la peine d'aller aux élections. Si c'est pour faire de la migration, tout simplement. Moi, je suis convaincu qu'il va partir. Et je suis de plus en plus convaincu qu'il va partir. Les événements que nous vivons depuis 2-3 semaines viennent me renforcer dans ma conviction. On a affaire à une population qui est de plus en plus responsable et qui sait qu'elle doit être responsable. Moi, je tourne un peu dans le pays. Je rencontre ce que certains appellent le Tchad profond, les ruraux. Moi, je discute avec les ruraux. Que sont les éleveurs, que sont les agriculteurs, que sont tous ces jeunes chômeurs qui ont quitté la ville et sont en brousse, comme on dit. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'ils s'expriment de plus en plus. Mon parti existe depuis 23 ans. Nos meetings, s'il y a un appareil qui doit mesurer l'intensité de la perception, de la participation de ceux qui vont dans les meetings depuis, quand on prend la ligne de 23 ans, elle est ascendante. Tout à l'heure, je vous ai dit que les gens répondaient maintenant sans peur. Les gens scandaient contre Déby sans peur.
Et donc, pour moi, c'est un motif de satisfaction qui m'amène à la conviction que je suis sûr que la population tchadienne ne va pas rester enfermée si nous savons que nous avons gagné. Ça, j'en suis sûr. Et si vous voulez, là, on peut même parier là-dessus. Ça va changer. Si je n'étais pas convaincu, je ne viendrais pas pour apporter des bobards. Hein. Et des Tchadiens comme moi, politiques ou pas, société civile et autres, partagent la même condition. Je ne dis pas que tout le monde pense comme moi. Je vous l'ai dit, il y a des gens qui pensent effectivement que Déby, il a fait tellement de méfaits, il a tellement de crimes économiques, de crimes de sang dans les mains, qu'il ne voit pas de perspective en dehors du pouvoir. Quand vous voyez ce palais qui se construit depuis 2008, qui n'est plus pas vous vous demandez comment est-ce que quelqu'un qui construit ça peut-il inscrire même un seul instant une perspective de départ. Je suis d'accord avec vous. Mais les galeries là construites par Kadhafi, des kilomètres de galeries, hein, mon frère, et d'aller mourir dans un caniveau. Il a commis beaucoup de crimes. Parmi ceux que vous avez raconté, cité à moitié, même pas le 10e des crimes qu'il a commis. N'oubliez pas le problème économique. N'oubliez pas la fausse monnaie. Les fameux dollars de Bahreïn, pas dollars, qu'on appelle les fameux dinars de Bahreïn, c'est encore là dans les esprits. Son ami et compagnon Sampadoul, qui s'est retrouvé contre lui à raconter sur les télés soudanais, il dit que quand ils sont enfermés avec les dinars, là, ils prenaient des dinars et ils montraient comme s'ils prenaient un pain. Les dinars, c'est vrai qu'il était heureux d'avoir de la fausse monnaie. Bon, ça va pas rester éternellement enfermé comme ça. Il y a eu un procès en France qui n'est pas fini. Donc d'autres procès certainement vont rebondir. Bon, vous feriez la même chose que lui. Bon, ça m'a fait sourire, j'espère que non, quand même, vous êtes démocrate. Mais c'est sûr que Déby ne quittera pas le pouvoir comme ça. Quelqu'un qui vous dit qu'il n'est pas venu par un biais de l'Afrique, donc il ne va pas en partir. C'est quelqu'un qui vous dit, comme récemment encore à Béché, le 11 août, que s'il était sûr que ce pays serait en paix, que les communautés se respecteraient et qu'il y aurait cet ordre-là après son départ du pouvoir, quelqu'un qui insulte son peuple, ça c'est une insulte. C'est-à-dire qu'après lui, c'est le chaos, après lui, il n'y aura plus rien. Nous, on a même dit, et je le dis dans les meetings populaires, je le dis, les gens le scandent, je dis c'est un mécréant. Parce qu'un croyant ne peut pas parler comme ça. Dieu même a envoyé combien de prophètes sur terre, ils sont morts, et la vie continue. Déby pense qu'après lui, la vie ne peut pas continuer. C'est un mécréant, si vous êtes bien. Et ça, nous le disons, et les gens le répètent. Je fais un saut pour répondre à une autre question par rapport à l'armée. Mais nous, dans nos meetings, maintenant, nous nous adressons de plus en plus à nos militaires. On le dit, hein, vous êtes nos enfants, vous êtes nos frères, vous êtes nos cousins, nous sommes des parents, nous sommes des Tchadiens. Comment pouvez-vous tirer sur des Tchadiens comme vous? On commence à amplifier ça. Dans une rencontre que j'ai faite à ça, dans une ancienne salle de cinéma, il y avait peut-être 10 fois plus de monde ici. J'étais surpris. Une femme se lève là en tenue de gendarme. Elle nous dit, je suis gendarmette. Voilà ce que je suis venu vous dire. La situation dans la vie. Un quart d'heure après, quelqu'un d'autre se lève. Je les revois parce que je sais que je ne peux pas oublier. Il se présente comme étant un militaire. Il nous raconte la situation militaire de l'armée tchadienne. Situation plus que de pauvreté que ces gens-là vivent. Et situation qu'ils découvrent de plus en plus parce qu'ils ne savent même pas, pour ceux qui ont été par exemple au Mali ou au Niger et autres, sur l'emblème des Nations Unies, ils sont payés 120 000 francs CFA. C'est-à-dire que Déby détourne même l'argent des Nations Unies destiné aux troupes qui vont pour les missions de paix. Même ça, ils ne laissent pas. Et les Tchadiens, les militaires tchadiens, de plus en plus de ça. Et d'ailleurs, on est en train d'amplifier ça aussi contre lui. Pour que ces militaires-là sachent que non seulement leur salaire mensuel n'est pas payé entièrement, mais que ceux qui sont blessés ou ceux qui sont morts au combat, leur famille ne bénéficie même pas de ce que les Nations Unies mettent en place pour les demander. Donc voilà ce monsieur-là. Comment peut-il quitter le pouvoir? Je suis d'accord avec vous.
Mais il va quitter le pouvoir, mon ami. Il va partir. C'est notre conviction. Et c'est ce que employé. Et que nous mettons en commun nos efforts pour aller non pas vers une candidature unique, c'est déjà trop tard, mais vers une liste d'action d'opposition. C'est-à-dire mettre tout ce que nous avons ensemble en commun pour aller bien gérer le bureau de vote. Depuis, il ne peut pas passer le cap du premier tour. Alors, quelqu'un comme celui-là, qui ne va pas passer le cap du premier tour, comment peut-il sortir du pouvoir? Je l'interpelle, ses amis, ses nouveaux amis. Depuis 2 ans que je vis en Europe, Paris, Bruxelles, j'interpelle les Français ou les Européens. Et je leur dis, ne dites surtout pas que vous n'étiez pas au courant. Parce que le mieux qui peut arriver à début, c'est une crise post-électorale. Une crise post-électorale veut dire des gens qui vont s'affronter, en même temps la direction se met en place, ce que je ne crois même pas, parce que je crois qu'il n'aura même pas cette opportunité. Mais le mieux qui puisse arriver, c'est une crise post-électorale. Mais il ne faut pas que les Européens ou les Français nous disent qu'ils n'étaient pas au courant. Ça fait 2 ans que je leur dis. Parce qu'ils ne sont pas impliqués dans notre processus électoral comme il était les années précédentes. Est-ce que ça veut dire, quelle conclusion en tirer? Est-ce que ça veut dire que, je m'excuse auprès de ceux qui sont là, est-ce que ça veut dire que les Blancs nous ont abandonnés et qu'ils nous laissent en tête à tête entre Tchadiens, on a réglé nos problèmes? Si c'est le cas aussi, on va se manger même jusqu'au dernier. Ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, ce que les populations tchadiennes ressentent, je suis obligé de vous le dire même souvent, y compris dans sa propre communauté Zagaba. Il y a déjà un grand point qui s'est séparé de lui, qui ne s'en cache pas, qui le dit ouvertement. Parce que les Zagaba aussi, ils nous accompagnent dans nos meetings. Et on leur donne la parole dans des meetings, que ce soit à Sarah, à Mundou, tout ça, ils parlent à la population. Les gens sont médusés. Il paraît que quand tu parles, les gens disent, est-ce que c'est des vrais Zagaba qui parlent? Mais oui, c'est des vrais Zagaba qui parlent. Et ils disent aux autres Tchadiens quel est le calvaire qu'ils vivent aussi dans leur région. Comment est-ce que cet homme-là est injuste? Comment il est méchant? Mais vraiment, si je peux vous faire partager un petit chouïa de ma conviction que d'autres sur le terrain partagent avec moi, je pense que ce sera positif. Mais ce serait un désastre pour nous si vous qui êtes ici, là, vous ne nous accompagnez pas. Si vous êtes convaincus, comme vous le dites, la force avec laquelle Doki a parlé dans la m'a fait peur. Moi, je pense quand même que notre rencontre là, c'est aussi un peu de communion, de partage pour qu'on fasse un pas l'un vers la direction de l'autre et qu'on converge quelque part, pour qu'on partage au moins un petit minimum. Mais si vous pensez et vous restez dans votre position que nous, à l'intérieur, c'est pas pour rien, vraiment, ça nous amène à nous interroger. Et je ne pense pas que sans vous, on peut vraiment gagner comme je suis en train de le dire. Je pense que c'est ensemble, c'est ensemble qu'on va le faire, mais ça on y reviendra certainement tout à l'heure vers la conclusion de notre débat. Oui, il est permis de rêver. Il ne faut pas nous empêcher de rêver, mais rêvons tous ensemble. Raimondo, le congrès que nous avons tenu au niveau de notre parti, il y a quelques jours, un de nos camarades de Guinée équatoriale est venu. Il s'est exprimé devant le congrès. Les Tchadiens l'ont écouté. Pardon? Excusez-moi, tout ça ici? Non, bon, le camarade là. S'il vous plaît. Il va finir. Laissez-le finir là. Le camarade là, c'est PDS. Voilà. Nous étions invités au congrès du Parti Socialiste à Poitiers. D'accord? Nous avons mis dans une salle. Nous avons discuté pendant 3 heures pour arriver à un accord de parler de même voix pour les prochaines élections. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Ça fait longtemps que nous avons pris la décision d'aller dans toutes les élections présidentielles, même si on sait que les élections seront frauduleuses. Voilà. C'est pas ça mon propos. C'est pas ça mon propos. Ce que je voulais dire, c'est que quand il a parlé, il a décrit la situation en Guinée équatoriale. Et il a aussi parlé du Tchad un peu. C'est la deuxième fois, je crois, qu'il vient à nos réunions. Bon, il a parlé librement. Il a vraiment parlé librement. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que les Tchadiens ont découvert un pays qui a les mêmes problèmes que le leur. Pays pétrolier. S'il en était, la Guinée équatoriale, une fois, je m'amusais à faire du compte.
J'ai même dit qu'on pouvait salarier tous les Guinéens. On donnait à chacun un salaire par mois. Avec le revenu du pétrole, il y a un an. Malheureusement, vous vivez des situations que nous savons. Et nous vivons, nous, notre propre situation n'est pas meilleure que la vôtre. Vous avez des problèmes entre vous. On ne va pas, c'est pas le but de la réunion. Mais vous ne vous entendez pas. Nous aussi, au stade là, on a les mêmes problèmes, mais toute l'opposition ne s'entend pas. Moi, je vous parle là, est-ce que je peux vous dire que tous mes camarades de l'opposition sont d'accord avec moi? Il y en a même qui tirent à poulet rouge sur moi. Je mets ça sur le compte de ce que j'appelle la dynamique de l'opposition. Nous, on a une dynamique pluraliste qui s'exprime politiquement plus que dans la majorité. On n'a pas les mêmes débats. Mais je pense que le pluralisme que nous avons nous permet effectivement d'avoir plusieurs candidatures, nous permet malgré cela à un moment donné d'aller dans la même direction, parce que ce n'est pas parce que nous avons des oppositions entre nous qu'à un moment donné, sous la pression des événements et des hommes, on ne va pas marcher dans la même direction. On est obligé à un moment donné d'être ensemble, c'est ce que je crois. Et je répète que nous n'avons pas un seul tour. Vous avez un seul tour en Guinée. Nous, on a 2 tours en Guinée, c'est important. Pardon, Charles, c'est important d'avoir 2 tours. C'est ça qui nous permet d'exprimer nos divergences comme cela. Est-il bon que nous ayons une candidature unique? Je ne suis pas sûr que politiquement ce soit viable et que ça puisse apporter quelque chose. Ça, je me suis déjà exprimé là-dessus à plusieurs reprises. Je pense que, d'ailleurs, si vous êtes un démocrate, vous ne pouvez pas empêcher à quelqu'un de se présenter. L'élection présidentielle, c'est la seule élection qui engage l'homme. Ce n'est même pas le parti politique. C'est d'abord le candidat lui-même qui s'engage avant toute formation politique ou coalition de formation politique. Et donc, sur ce chapitre-là, vous ne pouvez pas m'empêcher d'avoir des ambitions personnelles. Non, il faut respecter mon politique. Et il faut faire avec. C'est un peu ce que je propose à notre opposition de faire. Il faut respecter chacun des candidats, mais leur faire l'obligation de travailler ensemble. Notre seul adversaire, l'adversaire commun que nous avons, c'est l'Église. Si nous sommes d'accord là-dessus, et le moment viendra où peut-être on verra que ce n'est pas certain pour tout le monde, mais lorsque nous allons faire le point de la situation et qu'on aura la conclusion qu'un certain nombre d'opposants sont ensemble pour lutter contre le délit, il y aura tout facilement une plateforme commune sur la mise en commun des moyens pour sécuriser nos élections et pour qu'on le dise de façon nette que nous allons tous être derrière celui d'entre nous qui sera le mieux placé pour aller au deuxième tour si deuxième tour il y a contre délit. Mais si vous permettez que moi je rêve là, moi mon deuxième tour là, c'est un deuxième tour entre opposants. Je crois avoir répondu à toutes les questions. Général. Sur l'urgence de l'unité de l'opposition. Oui, je vais parler des militaires en passant, pour vous rassurer que même dans nos réunions, tous les militaires viennent et parlent. Et j'ai posté nos amis de ça pour voir s'il y a des réflexions contre les 2 militaires dont je parlais, jusqu'ici il n'y a rien eu encore. Le problème, c'est que si vous arrivez véritablement à les convaincre et qu'ils s'alignent de votre côté, peut-être que ça pourrait apporter un changement. Mais ça, ce n'est pas un travail public. Moi, je parle de c'est un travail souterrain. On ne peut pas aller dire des réunions publiques avec les militaires. Mais non, ce n'est pas de cette manière. Maintenant, c'est un travail souterrain qu'on a demandé à certains nombre de nos camarades de commencer ce travail-là, parce que nous avons effectivement peur que l'armée soit manipulée à 100% par délit. Mais croyez-moi, je ne veux pas vous dire des choses à cause de que il faut quand même vous dire. Je crois que les exemples que j'ai donnés là sont suffisamment clairs. Je ne suis pas sûr que dans l'armée, ils puissent obtenir des militaires, c'est-à-dire ce qu'ils auraient pu obtenir comme il y a 10 ans par exemple. Je ne crois pas. Il y a une grande évolution des mentalités. Cette évolution que vous constatez chez les civils, elle est là aussi. Hein. Mais bon, il y a un élément que je peux vous raconter, puisque c'est devenu public maintenant. Lorsqu'on a arrêté les jeunes là, qui ont manifesté il y a déjà un mois, non? Et parmi eux, il y avait un de nos jeunes chefs de parti. Donc j'ai été, je ne sais pas si pour ceux d'entre vous qui se rappellent de maintenant,
c'est du côté de la cité de Lokam. Il y a des bâtiments là-bas que la police a récupérés. Et c'est là-bas qu'on les a enfermés. Donc un soir vers 18h, il était là-bas. On m'a laissé entrer. Depuis le piquet extérieur jusque devant la cellule, on m'a laissé entrer sans aucun problème. Ça, quand même, c'est un signe. Vous aurez pu imaginer qu'on me renvoie un point malpropre. Non. Je n'en dirai pas plus. Ça, là, c'est déjà un indicateur. Tout ce qu'on m'a demandé quand j'étais devant la cellule, le chef de cellule m'a dit non, on n'a fait pas. On va vous appeler qui vous voulez, vous allez vous appeler dehors. Il a dit sans aucune méchanceté. Je crois que je n'avais pas le droit d'y aller. Ils m'ont laissé entrer. C'est ça quand même, ça dénote une certaine évolution qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc voilà, moi je crois que avant de finir sur ce chapitre précis, je reviens encore pour vous interpeller. Nous avons ce travail, c'est un travail commun. Il ne faut pas qu'on se croise les bras parce qu'on est en Amérique ou parce qu'on est en Allemagne et on dit que bon, nous autres qui sommes sur place là, on peut se débrouiller et on peut mourir là. Si nous mourons là, c'est vous qui mourrez quelque part aussi un peu. Donc je pense de plus en plus que la diaspora a un grand rôle à jouer. Elle doit s'impliquer. Quelqu'un, en faisant un schéma, me disait que un membre de la diaspora est en rapport avec, de façon directe, indirecte, au moins 100 Tchadiens. C'est vrai. C'est vrai que parfois, tout comme à l'intérieur du pays, ceux qui sont dans les villages ont leur miroir qui est à N'Djamena, mais je pense que vous êtes encore un miroir plus grand que N'Djamena. Vous avez, je pense, une capacité de persuasion, une capacité d'intervention dans nos affaires qui est très grande. C'est votre pays, c'est le nôtre. Vous ne pouvez pas rester détaché, complètement détaché du Tchad et dire que les Kebzabo la rêve, il faut les laisser mourir. C'est là une mort collective. Hein? Ok, on prendra une séance de 3 questions. Il y a Adélie, il y a Jean-Paul, il y a Hamid. Oui, bonjour. Je m'appelle Mohamed Kadami, je suis originaire de Djibouti, de l'opposition djiboutienne et de l'amicale panafricaine. Merci d'abord à Saleh de nous avoir décrit très objectivement, je pense, la situation au Tchad. Et en nous parlant des listes électorales et des réfugiés qui sont inscrits sur les listes électorales, ça me rappelait une chose, chez moi, originaire de Djibouti. On dirait que c'est vraiment du copier-coller. Exactement, les réfugiés venant de Somalie ou d'Éthiopie sont inscrits, alors même que d'autres des nationaux ne reçoivent pas d'abord leur carte, et ensuite ils sont radiés purement et simplement des listes électorales. Donc on dirait qu'ils ont quand même quelques conseillers ensemble. Alors, la question que je voulais poser tout à l'heure, vous avez dit, s'il faut aller aux élections, peut-être il faudrait un ou deux ou même plusieurs candidats de l'opposition à cause de la configuration sociologique, en tout cas géographique du pays. On est déjà, je crois, le 27 février. Alors la question que je me pose, est-ce que ça doit être régional, par exemple? Est-ce que ça doit être un candidat du Sud, un candidat du Nord, un candidat du Centre? Ou bien, est-ce que déjà, vous avez une idée du nombre des candidats qui vont se présenter? Ça, c'est une question que je voulais poser. Et je voudrais aussi revenir un peu sur la participation ou non aux élections dans le cadre tchadien. Ça me rappelle encore le cas de chez moi, de Djibouti, où l'opposition civile a à un moment donné hésité à aller à l'élection ou non. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas une doctrine très, très ferme par rapport à cela. On ne sait pas si l'élection qui va avoir lieu le 8 avril, si l'opposition civile va participer à l'élection présidentielle ou non. Moi-même, je suis membre d'une organisation politico-militaire. Mais on a conseillé à nos amis
politique djiboutien d'aller à l'élection, ne serait-ce que même pour expliquer la situation de ce pays-là, tout en sachant que le verdict des urnes sera en faveur du président actuel. Il est intéressant de savoir que pendant toute cette période, les gens peuvent se mobiliser et les gens peuvent être sensibilisés sur cette question, si on les laisse faire. Parce que chez nous aussi, ce qui se passe, c'est que pour prévenir justement cette mobilisation, le 21 décembre, il y a eu 50 personnes tuées, civiles, qui étaient dans une cérémonie religieuse. Et même la direction de l'USN, Union nationale pour le salut, qui se réunissait justement pour discuter de cette question, ont été prises à partie, ont été, j'allais dire, tabassées et même tirées par balle. Et il y a eu le président et des autres dirigeants qui ont été blessés. Alors, pour dire que même l'espace s'est réduit pour les empêcher en tout cas de se mobiliser. Et je voudrais aussi ajouter que il y a quelques jours, même 5 jours, 2 personnes ont été tuées sous les tortures à Djibouti, à Tajoura, soupçonnées, ou en tout cas de sympathie, ou ayant des liens de parenté avec des membres de FRU. Donc, on est dans ces cadres-là. C'est la raison pour laquelle on pense que la situation tchadienne et la situation de Djibouti, ça ressemble un peu. Et je voulais un peu encore remercier Saleh de nous avoir éclairé, parce qu'aujourd'hui, si peut-être il n'y avait pas cette échéance électorale présidentielle, peut-être on ne serait même pas ici. Et si cela permet, ne serait-ce que même de décrire la situation dans ce pays, et pourquoi pas, voilà, merci. Bonjour, bonsoir, je m'appelle M. Barkay Adoum Hamid. Je suis opposant politique ou réfugié politique. Mais la question que moi je me pose toujours avec vous, les chefs de parti, M. Kebzabo, c'est que est-ce que vous n'avez pas un problème de faire convaincre le peuple tchadien à s'unir debout derrière vous pour un changement? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un meeting, il y a une discussion, c'est critiquer ce que le pouvoir fait, ce que les Arabes font. Mais je n'ai jamais vu, depuis 17 ans que je suis là, aucun ministre du parti d'opposition, aucun chef d'opposition politique n'a relevé ou se tenir debout, défendre quelque chose d'intérêt général. Pour moi, on voit que quand les élections présidentielles arrivent, à 1 an ou à 6 mois, tout le monde jubile. Enfin, tout le monde jubile que c'est les élections, c'est les... Mais le problème, c'est que pour gagner une élection, il faut convaincre les gens qui vont voter pour vous. Aujourd'hui, il y a presque une quinzaine de partis qui vont s'attendre à désigner des candidats pour les élections présidentielles. Quelqu'un qui a fait 26 ans au pouvoir, il a tous les matériels, tous les moyens financiers et politiques dans ses mains. Vous croyez qu'en partant 15, 16, vous pouvez le battre? On est tous des Tchadiens ici. Qui ne connaît pas qui? S'il y a une réalité et une conviction réelle de changement politique pour le bien-être du Tchad, allez-y moins. Entendez-vous. Vous venez de dire que l'élection, la candidature présidentielle, c'est une ambition personnelle. Non, c'est une ambition personnelle, mais qui a des idées positives pour le développement de ces pays. Si c'est pour élire Saleh Kebzabo, pour le faire plaisir, non.
beaucoup de gens ne seront pas d'accord. Mais qu'est-ce que Saleh Kebzabo a amené pour convaincre le peuple pour qu'il lui vote? Parce qu'on sait que le président Idriss est depuis 26 ans. Il y a un adage qui dit que le diable que vous connaissez est meilleur que l'ange que vous ne connaissez pas. Donc au Tchad, ce qu'on vit, c'est ça. Que ça soit mauvais ou bon, les gens ne comprennent pas sur quel pied danser. C'est ça ma question. Qu'est-ce que vous apportez comme idée de développement ou de bien-être du Tchad sans les critiques sur le pouvoir? Parce que ce que le pouvoir fait, tout le monde connaît. Tout le monde le voit. Hein? Il faut que vous ayez la conviction de nous convaincre que bon, demain si vous serez président, vous faites ceci, cela, et les choses vont changer. Si c'est pour enlever le plaisir de faire partir Idriss et puis amener quelqu'un qui ne nous convainc pas, je crois que le Tchad a assez souffert. Non? Est-ce qu'on a besoin encore de rentrer dans une turbulence inconnue? Le dernier événement concernant la fille, tout le monde a compris que les gens ont assez marre de ce qui se passe. Mais est-ce que les gens ont assez marre d'Idriss? Personnellement, c'est ça le problème. Parce qu'Idriss est resté 26 ans et il s'entend aux prochaines candidatures. Il est désigné même candidat. Donc moi, à mon avis, je ne crois pas que cette affaire qui a fait soulever le plus grand nombre de Tchadiens n'a que juste qu'on a assez marre des pratiques des gens qui s'adossent sur le pouvoir et qui font mal aux autres. Donc ma question est, est-ce que ce soulèvement est pour un changement de la tête du pouvoir ou du système? Parce que demain, il peut dire, écoutez, hein, si les gens ont fait ceci, mes parents, je vais les maîtriser. Et il va le dire. Quel est votre contre-attaque? Voilà. Je ne redirai pas ce qu'a dit le précédent orateur, parce qu'il y a un certain nombre de points, je pense, qui sont intéressants. Jean-Paul Vanlove, hein, agenda des actions africaines, et je fais de la politique en France. Donc je ne reviendrai pas à ce qui a été dit par le précédent orateur, parce qu'effectivement c'est le cœur de la politique, hein, de proposer un programme. Mais je vais axer ma question sur ce qui peut se passer ici. L'opposition, moi je ne suis pas tchadien, hein, ça se voit, l'opposition a choisi des élections, elle a une stratégie, ça se sent, elle a un certain nombre de questions qu'elle veut avancer. Elle est multi-ethnique parce qu'elle présente le candidat actuel, enfin le président actuel, lui, il est monoethnique, c'est ce que je sais du Tchad. Hein. Et je me pose la question si c'est pas intéressant, c'est-à-dire au moins au niveau de la diaspora, que les différents partis politiques d'opposition travaillent un peu ensemble, indépendamment du deuxième tour, où là, ils défendront chacun leur programme. Alors, l'avantage de travailler ensemble, c'est, ici en France, c'est d'offrir une certaine visibilité à ce qui se passe au Tchad. Et on sait très bien que dans un monde où tout est un peu interdépendant quand même, c'est pas aussi simple, les frontières sont pas complètement fermées, les dépendances des uns et des autres sont fortes, on sait quand on regarde l'actualité, la grande suite de l'actualité. Le travail ensemble des différents partis qui représentent chacun des communautés du Tchad, présenterait dans un premier plan une image d'un renouveau de la politique tchadienne, c'est-à-dire quelque chose qui est rassurant vu de l'extérieur. On dit, voilà, il va y avoir des élections, et ce n'est pas un monoethnisme, on va aller faire un pas vers la démocratie du seul fait que les différents partis politiques ne se considèrent pas comme des ennemis qui vont se battre ensemble, mais qui sont capables de travailler ensemble. La deuxième chose, c'est
de permettre cette élection d'être sous l'éclairage d'un projecteur. Alors, ça a plusieurs avantages. C'est-à-dire, avant les élections, ça permet de donner confiance aux acteurs qui sont ici, tchadiens, mais aussi les autres. Donc, quand j'ai parlé d'interdépendance, de dire voilà quelque chose de crédible qui se présente. Parce que souvent, je vois d'ici, on voit des acteurs indépendamment, et on se dit, en fait, ils n'ont aucune chance, c'est pas la peine de se mouiller. Enfin, je veux dire, et puis, on connaît le diable qui part, on ne connaît pas le diable qui va revenir. Alors que quand on est un peu un collectif, on se présente de façon beaucoup plus crédible. C'est-à-dire qu'en face de cette opposition, il y a des acteurs français, que ce soit de la société civile, mais je parle surtout de la société politique, j'ai déjà des contacts dans cette logique-là, peuvent déjà prendre, s'intéresser et au minimum de ne pas faire les freins auxquels on peut s'attendre. Deuxième chose, pendant les élections, c'est plus compliqué de tricher. Alors je ne dis pas que ça l'empêche, mais c'est plus compliqué quand il y a un projecteur. Mais surtout après les élections. Si effectivement l'opposition, enfin l'actuel gérant, n'a pas les 50%. Ça permettra d'empêcher un peu, de rendre plus compliqué pour lui l'accès à la violence. Parce que quelque part, on a quand même quelques exemples où ça se passe mal pour les chefs d'État qui dérogent un certain nombre de règles et qui règlent les problèmes par la violence. Même si dans le cas du Tchad, on comprend la mansuétude dont il fait partie, d'être sous l'éclairage, c'est plus compliqué. Donc voilà, c'était une proposition, une question au leader de l'opposition. Est-ce que vous faites à Paris, Makaya pourra te dire qu'il y a peut-être des intérêts que des partis s'organisent entre eux et se présentent de façon unie pour travailler avec les différents partenaires qu'ils peuvent avoir ici. Alors, en plus, c'est une mutualisation des forces. Dernière semis sur le gâteau. Donc, est-ce que vous pensez à ça? Et voilà. Et si vous pensez, je suis à votre disposition. Bonjour, moi je vais juste rapidement compléter la question de M. Barkay Adam. Je suis étudiante ici à Paris et je suis aussi membre de l'association des jeunes africains de la Sorbonne. Récemment, on a vu qu'il y a eu un soulèvement populaire de la jeunesse tchadienne. Je voulais justement vous demander qu'est-ce que vous proposez justement à cette jeunesse et quel est votre programme par rapport à la jeunesse tchadienne, surtout en ce moment avec un ras-le-bol général qui est exprimé par la jeunesse tchadienne. Voilà. Laissez pas présenter. Si, elle se représente. C'est Ashta Elimi, étudiante à Paris. À la Sorbonne. À la Sorbonne. Alors. Non, je vais partir à 4 questions. Lui, il a posé. Il a posé la quatrième. J'avais compris que c'est la dernière série. Non. On va passer à la 18. Je vais lancer un virage. Bien. Moi, je voudrais parler avec le moins de polémique possible. Donc, je voudrais que notre vidéo soit utile. Il faudrait que, en partant ici, chacun de nous puisse en retirer quelque chose. Que l'opposition ou que la diaspora ne soit pas monolithique ou unanime, c'est l'évidence même. Puisque j'ai dit que chacun de nous avait le droit de se présenter, ça fait partie de nos libertés, ça fait partie, je pense, même de la dynamique de l'opposition. Mais, il y a quand même un mais, c'est quand même un peu difficile de penser que l'opposition n'a pas de projet. À la limite même, ce serait insultant. Parce que pour la plupart d'entre nous, parmi les anciens qui ont annoncé des candidatures, nous
sont quand même face à ce pouvoir qu'il est en place. Hein. Peut-être qu'on n'a pas su se battre contre lui, c'est possible. Mais mettre en doute l'engagement militant des uns et des autres me paraît être quand même un peu osé. Nulle part hein, dans les pays du tiers-monde, dans les pays africains en particulier, l'opposition n'a été une sinécure. C'est un métier très difficile à tout point de vue. Et c'est même souvent un métier dangereux. Beaucoup de nos camarades y ont laissé leur vie. Beaucoup de nos camarades y ont perdu leur liberté. Et donc ce n'est pas toujours très facile. Ce n'est jamais facile d'être un opposant en Afrique. Et en particulier d'être un opposant au Tchad-Souki. Vraiment, il faudrait au moins nous le concéder. Vous suivez les événements, vous suivez ce que les uns et les autres ont dû endurer. Je ne pense pas que ce soit une bonne piste que de mettre en doute ce que les gens font. Lorsque notre ami Gali a eu à écoper de quelques semaines de prison pour une fausse affaire de capochère, je crois que c'est révoltant. C'est vraiment révoltant, il n'y a pas un autre mot. Et voilà l'exemple que je prends pour vous dire ce que c'est que le pouvoir au Tchad. Et ça, c'est peut-être une réalité. Nous, on pense faire notre métier d'opposant. Une fois, j'ai eu à répondre sur ce même thème, où il dit que mais si j'ai la capacité de dénoncer les dérives et les faiblesses du pouvoir, c'est que j'ai un projet, c'est que je peux faire mieux. Si je n'étais pas capable de déceler les faiblesses du pouvoir, c'est que je n'ai rien à faire. Mais le métier d'opposant, tel qu'on le pratique en Afrique là, ne consiste pas à se promener de village en village hors élection pour présenter son programme. Non. Et je pense que l'endurance, la persévérance de ce que l'opposition fait avec la société civile depuis 25 ans, c'est ce que nous sommes en train de faire. Le résultat qu'on constate aujourd'hui, il faut quand même rendre grâce à ces gens-là, d'avoir tenu bon pendant 25 ans, ce qui permet une certaine éclosion et de la jeunesse et des populations. Tout à l'heure, je vous ai parlé du monde rural. Le monde rural, aujourd'hui, est en évolution, parce que c'est des gens qui maintenant comprennent. Je ne dis pas que c'est le résultat exclusif de ce que nous avons fait. Mais je pense qu'une convergence d'activités sur le terrain de l'opposition pendant 25-26 ans aboutit à un résultat comme celui que nous ne pouvons pas le sous-estimer. Mais on ne peut pas non plus passer 25 ans, 26 ans à n'énoncer que des programmes. Je pense qu'on se sera même trompé de combat. Nous avons, chacun d'entre nous, un programme, un projet de société. J'aurais pu ne pas être cette position si j'ai les moyens de venir à Paris comme on l'a fait il y a quelques années. Je serais venu tenir la même réunion. Je rappelle que nous avons déjà eu cet exercice-là. C'est un peu ancien. On était venu dans le 18e, je crois qu'il y avait une salle, donc on a eu avec Kamougé, avec Alingué, on s'est adressé à la colonie, je crois. Il y a eu une autre émission, on s'est avec lui aussi. Donc il y a eu un moment où ça fonctionnait. Puis bon, il y a eu un passage à vide. Et je crois que maintenant, bon, avec la situation nouvelle qui est en train de se créer au Tchad, nous pensons que l'unité d'action, elle concerne aussi la diaspora, qu'il y a des choses qu'on devrait pouvoir faire à Paris ou ailleurs, en dehors du Tchad, et qu'il ne faut pas le sous-estimer. Alors, ma petite soeur ou ma fille, Ashta, je suis pas venu pour dérouler un programme. Mais ce qui est certain, c'est que chacun de nous, chacun des candidats, a forcément un programme. Et en particulier, pour s'adresser à la jeunesse, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'une des priorités dans notre pays. Un parti politique ou un candidat présidentiel qui ne met pas l'accent sur la jeunesse, je crois qu'il a raté le poche. Parce que l'un des plus gros problèmes, sinon le problème prioritaire au Tchad aujourd'hui, c'est la jeunesse. En ce sens que notre jeunesse, elle n'a absolument aucune perspective. Elle. 'elle n'a absolument aucun avenir. Et malgré tous les discours qu'on lui fait, elle n'a absolument aucun avenir. Et je pense que nous devons, chacun d'entre nous, essayer de lui donner les moyens. Et je pense que nous devons essayer de lui donner les moyens. Et je pense que nous devons essayer de lui donner les moyens. Et je pense que nous devons essayer de lui donner les moyens. Et je pense que nous devons essayer de lui donner les moyens. Et je pense que nous devons essayer de lui donner les moyens. Et je pense que nous devons essayer de lui donner les moyens. Et je pense que nous devons essayer de lui donner les moyens. Et je pense que nous devons essayer de lui donner les moyens. Et je pense que nous devons essayer de lui donner les moyens. Et je pense que nous devons essayer de lui donner les moyens. Et je pense que nous devons essayer de lui donner les moyens. Et je pense que nous devons essayer de lui donner les moyens. Et je pense que nous devons essayer de lui donner les moyens. Et je pense que nous devons essayer de lui donner les moyens. Et je pense que nous devons essayer de lui donner les moyens. Et je pense que nous devons essayer de lui donner les moyens. Et je pense que nous devons essayer de
la jeunesse n'a absolument aucun avenir. Vous prenez sous l'angle de l'école, sous l'angle du développement, sous quel angle que ce soit, sous le chômage et autres, c'est la jeunesse qui est la première victime de la mauvaise politique de débit. Et donc si nous on n'a pas tout à proposer à la jeunesse, c'est qu'on a nous aussi absolument rien compris. Parce qu'aujourd'hui ce sont les jeunes qui sont à la pointe du combat. C'est toutes ces manifestations dans les grandes villes du Tchad sont menées par les jeunes. Et donc il faut les rassurer quelque part, il faut qu'on leur propose quelque chose. On a autre chose à faire aussi que l'équipe a fait, ou ce qu'il n'a pas fait. Et donc la jeunesse doit, de mon point de vue, occuper la première place dans tous les programmes qu'on peut proposer à la population. Merci. Nous avons encore une dernière. Il y a Maki et Hani. Bonjour M. Kebzabou, merci de votre présence ici et merci de renseigner tous les démocrates africains. Oui, Maki Mengaba, représentant de l'USN, Union pour le Salut National, coalition de l'opposition de Djibouti. Donc je vous remercie au nom de l'USN et au nom de tous les camarades africains, français ici. Le Tchad est un pays très important pour nous puisque c'est un pays très symptomatique de la démocratie inexistante en Afrique, avec la présence militaire étrangère. Alors, ma question j'ai deux questions en fait. Ma première question c'est si au Tchad vous avez opté pour participer aux élections, alors que la rare action qui a bien fonctionné au Tchad était la ville morte, est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux de pratiquer un boycott massif, puisque rester chez soi apparemment fonctionne mieux que aller dans la rue au Tchad? Est-ce que du coup vous participez parce qu'il n'a pas été possible de vous entendre sur un boycott général de tous les partis d'opposition, ou est-ce que vous participez parce que vous avez mis en place un moyen de contrôler les élections, ce qui semble difficile, notamment dans ce cadre-là, est-ce qu'au niveau des bureaux de vote, vous avez prévu un moyen de contrôler les votes, et quel est ce moyen? Cela aussi pourrait nous intéresser, nous inspirer à Djibouti, où nous préparons également des élections présidentielles pour 2 jours après vous, 2 jours avant vous, le 8 avril 2016. Voilà. Et ma dernière question, c'est qu'est-ce qui peut se passer au lendemain des élections si les fraudes prévisibles se déroulent, et qu'est-ce que vous avez prévu comme un plan B pour que les élections ne continuent pas son chemin et qu'il y ait une réaction quand même après les élections dont les fraudes sont prévisibles? Merci. Bonjour M. Kebzabo, mon nom est Seri Kaba, je suis journaliste. Vous avez tout à l'heure expliqué qu'à l'étranger, le président Déby est considéré comme le champion de la lutte contre le terrorisme en Afrique. L'intervention au Mali, l'intervention contre Boko Haram dans les différents pays concernés. Je voulais savoir quel effort vous faites en direction de cette communauté internationale. Localement d'abord, est-ce que vous rencontrez les chancelleries pour les sensibiliser sur la réalité du régime du président Déby et à l'extérieur? Par exemple, est-ce que vous comptez profiter de votre passage ici pour aller au Quai d'Orsay, à la cellule Afrique de l'Élysée? Et si ces canaux ne marchent pas, est-ce que vous passez par le biais du Parti Socialiste avec lequel il me semble votre parti a une proximité? Merci. Bonjour, je m'appelle Oumadji Dorna Valentin. Je voudrais poser une question d'ordre technique liée à l'intervention, à la dernière intervention du président de la République, lorsqu'il a été désigné comme candidat aux élections par son parti. Il a dit clairement qu'il sollicite 5 ans, 5 nouvelles années pour continuer à diriger le Tchad. Ensuite, durant ces 5 années, il essaiera de faire en sorte que la limitation des mandats soit réintroduite dans la Constitution. Officiellement,
techniquement, il souhaite avoir 5 ans et durant ces 5 ans, il va encore remodifier la Constitution. Donc, il demande officiellement 15 ans. C'est ça l'explication technique que je comprends. Vous, en tant que responsable de l'opposition, le chef de file de l'opposition, quelles sont vos analyses politiques? Quelles sont les stratégies que vous envisagez mettre en place pour contrecarrer une telle ambition? Et je pense que c'est ça ma conviction. Est-ce que vous adhérez à cette analyse ou pas? Merci. Ah oui. Moi, j'ai posé une question. Je me donne la parole. Monsieur le Président Kebzabo, je souhaiterais aussi vous poser... je suis Hilaire Ndolassem, donc journaliste à UBiz News et membre de la diaspora, porte-parole de la diaspora tchadienne de France. Alors moi, la première question, je trouve qu'aujourd'hui, vous êtes un grand homme politique parce que vous avez été empêché il y a 2 jours de quitter N'Djamena pour venir à Paris. Finalement, vous êtes arrivé à Paris. Et là, vous arrivez hier à Paris, Déby arrive aujourd'hui à 10 h à l'improviste. Donc, ce qui veut dire qu'il vous suit à la trace. Alors, est-ce que la question, moi, en tant que jeune africain de l'idéologie sankariste, est-ce que nous allons toujours venir demander à la France de nous adouber? Pourquoi est-ce qu'entre Africains, nous ne pouvons pas créer un front pour que ce néocolonialisme n'existe plus? Pourquoi est-ce que toutefois, il faut qu'on vienne à Paris, aller au Quai d'Orsay, aller à l'Élysée, pour que ce soit l'Élysée qui nous adoube? Ça, c'est ce que je voulais poser, premièrement, comme question. Deuxièmement, je vois qu'on a 2 candidats à l'élection présidentielle dans cette salle. Donc, M. Tidjani Thiam, qui est là, qui est candidat à l'élection présidentielle, qui ne s'est pas présenté, donc je me permets de le présenter. Et vous, est-ce que vous vous êtes vus, est-ce que vous vous êtes entendus pour pouvoir faire quelque chose? Et est-ce que vous pouvez prendre l'engagement aujourd'hui, M. Kebzabo, que demain, si vous venez au pouvoir, vous n'allez pas faire la même chose que Déby fait? Qu'est-ce que vous pouvez promettre aujourd'hui de manière claire au monde, à la jeunesse? Est-ce que vous pouvez prendre un engagement pour dire que demain, si vous arrivez, vous n'allez pas faire la même chose? Moi, c'est l'engagement que je souhaiterais que vous preniez aujourd'hui et que ce soit filmé pour que demain, si vous arrivez au pouvoir, on vous dise, voilà, vous avez dit ça. C'est la question. Tiens, on s'est vu au début de la réunion. Et on va donner la parole pour se revoir. Je voulais vous rassurer que nous allons nous voir, tout comme nous nous voyons avec les autres candidats, parce que nous avons un objectif commun, c'est l'élimination de Déby. Donc là, de ce point de vue, ça ne pose absolument aucun problème. J'ai effectivement été empêché de voyager à 3 jours, mais je pense que cela est réglé, puisque je suis là avec vous. Je ne savais pas que Déby était là. Il est là depuis 10 h. Bon, mais nous ne venons pas, je crois, manifestement pour les mêmes raisons. En tout cas, moi, je viens, je vais encore collectivement ou individuellement mes amis de la diaspora. Puis je fais quelques démarches de lobbying auprès des autorités françaises et européennes. Je ne m'en cache pas. Ça me rappelle les propos de Déby sur nous. Il nous accuse de sortir tout le temps. Il ne sait pas ce qu'on vient chercher en France. Pourquoi on va en France tout le temps? Mais j'ai fait le décompte l'année dernière. Il est plus venu que moi en France. Je ne sais pas si je viens toujours pour des raisons d'État, mais je pense qu'il n'est pas bien placé, pas mieux placé que nous, en tout cas pour nous accuser de venir souvent en France. C'est plutôt à lui qu'il faut s'adresser pour les fréquentes visites en France. Nous de l'opposition tchadienne, comme l'opposition africaine de façon générale, francophone en tout cas, on pense quelque part, à tort ou à raison, moi je pense que c'est à tort, on pense qu'un pan de notre pouvoir se trouve encore en Europe. Et quand on vient, bon, on essaie de rencontrer tous ces décideurs français
qu'ils soient des décideurs politiques, militaires ou économiques. C'est un travail de longue haleine, entrepris par ceux qui ont commencé avant nous, que nous continuons, que d'autres vont continuer certainement. Mais ce n'est pas une œuvre facile. Nous nous adressons à tous ces gens-là, non pas pour se faire adoubler. Je ne pense pas. Je n'y crois même pas. Je n'y crois pas parce que je crois que la vérité, elle se trouve dans l'eau de votre Tchad. Il nous appartient à nous de convaincre nos populations, de convaincre nos compatriotes de voter dans une direction de notre. En tout cas, de voter pour nous, de voter pour l'opposition. Et si les urnes là sont pleines de votes contre Déby, ce n'est pas la France qui va venir changer. Je ne crois pas. La France a participé à nos élections au début. Je vous ai décrit des hélicoptères français qui allaient dans le privé. Mais je pense que ça, c'est un mauvais souvenir pour tout le monde. Je ne pense pas que la France, telle qu'elle est aujourd'hui, se répète encore de réitérer. Quand on fait une analyse sommaire des rapports entre la France et l'Afrique, en particulier avec le Tchad, l'évidence, elle est là. On a un bon soldat qui ne coûte pas cher du tout et qui amène des gens pour mourir pour notre cause. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on le change? C'est un peu ça, en raccourci, ce que les gens disent de Déby et de son mercenariat. Mais nous on ne peut pas s'enfermer dans une logique comme celle-là, parce que nous pensons que, comme disaient d'autres avant, les États n'ont que des intérêts, c'est vrai, mais les intérêts ne peuvent pas se manifester avec tout simplement une exclusivité avec un homme. Ce serait une erreur grave, que ce soit des Européens, des Français ou des Américains, qui aujourd'hui se contentent de ce que Déby met des troupes à leur disposition pour combattre le terrorisme. Il n'y a pas un seul chef d'État, je pense, en Afrique, demain au Tchad, si on doit changer de pays, il n'y a pas un seul chef d'État qui va avoir comme programme de ne pas s'occuper de la lutte contre le terrorisme. Nous tous. C'est un phénomène mondial qui concerne aujourd'hui plus peut-être le Cameroun, le Niger, le Nigeria que le Tchad, parce que nous avons ce rempart constitué par ces pays-là et le lac Tchad pour ne pas en souffrir autant qu'eux. Mais je pense qu'il faut se prémunir contre tout cela. On ne peut pas assister impuissant au phénomène du terrorisme et penser que nous sommes à l'abri et que c'est les autres seulement qui peuvent en souffrir. Demain, on ne sait pas si l'avenir de la situation est active. Mais si tout devait se dérouler en Libye comme on le voit actuellement, je pense que les menaces sont nombreuses autour du Tchad. Il faut donc que dans nos programmes, les amis de l'opposition mettent la situation, le problème, la problématique du terrorisme en bonne place. Et on ne pense pas que le Tchad est à l'abri et qu'on peut se contenter tout simplement d'une petite politique sans grands effets. Nous avons, dans notre congrès, nous sommes exprimés très longuement sur cette question du terrorisme, en particulier le phénomène de Boko Haram qui menace le Tchad autant que les autres pays. Bon, il se trouve que, pour des raisons géographiques, des pays comme le Cameroun en souffrent davantage. Ce n'est pas parce que les Tchadiens ont mis des moyens quelconques ou colossaux en jeu qu'ils échappent à ça. C'est une question pour le moment géographique tout simplement. Mais si demain, j'espère que ce n'est pas le cas, ils pouvaient vaincre le Cameroun, la porte du Tchad et l'Afrique, c'est la situation vers laquelle nous sommes d'ailleurs orientés il y a quelques mois. On a failli basculer, on a failli tomber et heureusement que ce n'est pas arrivé. Mais je voudrais dire ce que nous avons déjà dit à N'Djamena. Aucun gouvernement au Tchad ne peut aujourd'hui prendre le pouvoir et dire qu'on tourne le dos résolument à la France, à l'Allemagne, aux États-Unis et autres. C'est pas vrai. Il n'y a pas un gouvernement qui peut faire ça. Nous pensons qu'il faut recentrer les relations avec l'Europe, avec l'Amérique. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation presque d'assujettissement et je pense que ce n'est pas profitable, et on l'a vu, ce n'est pas entièrement profitable au Tchad. Tous nos partenaires ont besoin d'un gouvernement qui sait ce qu'il veut, d'un gouvernement qui est légitime, d'un gouvernement qui est élu démocratiquement et qui peut engager le Tchad, engager notre pays dans la durée et non pas dans ces soubresauts de politique que nous vivons avec Déby depuis 25 ans qu'il est au pouvoir. Donc voilà, pour ce qui concerne les relations que nous avons avec la France ou avec l'Europe ou avec l'Amérique. Aujourd'hui, les Américains, par exemple, pensent que seul Déby peut faire face au terrorisme. Je leur ai dit, c'est insultant pour nous, parce que seul Déby, mais si Déby n'est pas là, qu'est-ce qui va se passer?
que tout le Tchad va sombrer dans le chaos et qu'on va être terroriste. Non, il y a une vision expliquée que nos amis occidentaux ont et qu'il ne faut pas laisser se développer. Il faut leur apporter la contradiction, leur apporter la preuve que des Tchadiens, des Camerounais, des Nigériens ou des Béninois, pour parler de ceux qui sont dans cette affaire de Boko Haram, peuvent développer des politiques qui peuvent faire face de façon très efficace à cette histoire de Boko Haram sans pour autant qu'on verse dans une militarisation excessive. Il y a d'autres approches que nous, par exemple, on a développées qui sont moins militaristes que celles que Déby met en œuvre. Mais Déby, pour différentes raisons qu'on a évoquées rapidement ici, de son façon pour continuer avec le pouvoir, faire du mercenariat qui lui profite plus que ses soldats, et ainsi de suite. Voilà, tout ça, vraiment, mis en cause et on repart sur des bases totalement différentes. Je vais à Bruxelles, je suis à Paris, j'ai déjà plusieurs rendez-vous, je vais à Bruxelles aussi, avec le système de l'Union européenne, un langage que je vais tenir, on se connaît. Ça fait plusieurs années qu'on s'est telles qu'elles sont, le petit effet du Tchad, et là, ils disent que leur absence, le financement des élections au Tchad, fait qu'ils ne peuvent pas intervenir de façon efficace dans nos élections. Et ça ressemble un peu à nous abandonner dans un tête-à-tête avec le pouvoir. Mais ça nous l'assumons, nous avons fait depuis longtemps. Mais nous avons, comme je vois, je leur expliquer qu'ils ont commis une erreur. Et ça, on va le dire. Valentin, nous partageons le même point de vue. Quand Déby a fini son congrès, il a lâché cette histoire de vieux mandat, tout le monde l'a tourné en télévision. Les gens d'opposition, y compris même certains du pouvoir, ont vu que la ficelle était trop grosse. C'est comme ça qu'on a dit que quelqu'un comme celui-là ne peut pas présider l'Union africaine et aller se présenter devant pour nous dire quoi. Parce que c'est le même schéma qu'il a fait aux Italiens. Si aujourd'hui, comme je l'ai dit par malheur pour le Tchad, il est élu, il va durant ce premier quinquennat modifier la Constitution, le mandat. À la fin du mandat actuel, il va venir s'asseoir devant vous et dire bon, maintenant, voilà, les amis, on a une nouvelle constitution, on va la mettre en œuvre, je suis candidat de nouveau. C'est évident, c'est posé de fil blanc. Mais je pense qu'on va amplifier ça. Les Italiens sont déjà au courant. Il ne faut pas du tout sous-estimer nos compatriotes. Ils savent déjà quel est le calcul du Déby. Tout le monde aujourd'hui au Tchad, maintenant tout le monde partout dit qu'il peut encore rester 15 ans au pouvoir. Donc, cette question ne nous échappe pas du tout. Comme son histoire de fédération, c'est du tout ça, ça ne correspond à rien. Quelqu'un qui n'a pas été en mesure de mettre en œuvre une politique de décentralisation, il ne peut pas faire une fédération. Il a passé son temps jusqu'ici. Qu'est-ce qu'il a fait pour la décentralisation? Il a fait deux choses. Il a été à des élections communales biaisées dans 42 communes. Il attend. Le reste du pays attend. Et il a créé des cantons. Voilà la décentralisation selon Déby et pas autre chose. Donc je ne pense pas que les Italiens soient dupes pour marcher dans ce qu'il est en train de vouloir leur proposer. Je crois que j'ai fini. Hein. J'ai fini. Merci pour les amis de Djibouti qui sont nombreux, avec lesquels on partage beaucoup de valeurs, en particulier beaucoup de problèmes. Nos problèmes sont assez communs, c'est vrai. On a affaire à des pouvoirs qui ont duré. C'est un pouvoir à peu de 15 ans, 20 ans, 25 ans, qui ça pose effectivement des problèmes. Est-ce que quelqu'un qui combat un régime va pour le servir la même chose que ce régime-là? Avec les moyens modernes que nous avons, il est facile de nous opposer ce qu'on est en train de faire par rapport aux engagements qu'on a pris. Non, je ne pense pas qu'aujourd'hui, au Tchad, un opposant, quel qu'il soit, puisse demain gagner des élections pour refaire la même chose que je dis. Je crois que c'est un temps à l'heure. Non, je n'y crois pas. Je crois que ce n'est pas possible qu'Ebsavo ou un autre. Je crois qu'on se bat pour un changement, pour le vrai changement dans notre pays.
Et le vrai changement suppose qu'on va mettre en œuvre une autre politique totalement différente de celle que Déby est en train de mener actuellement. Je voudrais donc conclure pour vous remercier pour votre participation à cette réunion. On a eu des échanges très utiles. Je voudrais me permettre, comme je l'ai fait lors de notre dernière rencontre, de vous interpeller. Moi, je pense, avec beaucoup d'amis de l'opposition, que vous avez un rôle important à jouer au niveau de la diaspora tchadienne. Parce que on voit un peu comment les autres pays fonctionnent. La diaspora malienne, la diaspora nigérienne, même centrafricaine, la diaspora congolaise, sont des diasporas très actifs sur les problèmes de leur pays. Et moi, je souhaiterais que vous soyez encore plus actifs sur les problèmes de notre pays. On a vu la manifestation de la dernière fois organisée à Paris, qui a été un grand succès. J'espère que ça a pour vous un déclencheur pour maintenir le cap et faire en sorte que dans l'élection qui vient et dans les suivantes, la diaspora joue un rôle de plus en plus important, voire un rôle décisif. Une absence totale de tout ce qu'on a connu depuis ces dernières années devrait, à mon sens, faire place à un autre comportement pour que, ensemble, ces trucs-là on l'amène et que le changement, si on doit le partager comme valeur, que ce soit une valeur partagée avec vous et avec ceux qui sont à l'intérieur. Je vous remercie. Merci d'abord, merci à tout le monde qui ressort de cette intervention et également de cet échange entre l'unité Kizabo et la salle, les cultures et aussi le tourisme. Les critiques soulevées par rapport à l'outil, par rapport à l'unité de l'opposition, nous aussi à l'alternance qui pourrait se faire par les yeux face à une armée qui est militarisée, une armée acquise complètement à un pouvoir qui est là depuis 26 ans. On note également l'usage de l'Internet soulevé par notre frère du Bénin qui demandait est-ce que l'opposition tchadienne est en contact avec sa diaspora, est-ce qu'elle communique avec les moyens technologiques, le nouveau moyen technologique. Je pense que le député Salih Kizabo a montré effectivement qu'ils sont en contact direct par les biais des sites Internet, les réseaux sociaux qui publient régulièrement le communiqué de presse de déclaration de l'opposition. On note également récemment une situation politique en Guinée équatoriale, à Djibouti, avec le Tchad, d'où la nécessité avance de médialiser l'échange entre l'opposition canadienne, l'opposition équatorienne et l'opposition égyptienne en vue de parvenir à une alternance politique tant souhaitée au Tchad, à Djibouti et en Guinée équatoriale. Il est également adressé à M. Salih Kizabo l'appel à la question de la diaspora, surtout celui par Jean-Paul Collors qui travaille sur la route. Et il souhaitait que l'opposition tchadienne en général essaie d'élargir effectivement ses relations avec les différents diasporas et avec les partenaires de développement, notamment les sociétés françaises, pour parvenir effectivement à avoir des relations assez élargies sur le cadre. Note également le rôle également de, je pense, la question du terrorisme. Elle est préoccupante et selon Salih Kizabo, il pense qu'il y a tous les partis politiques au Tchad mettent au clair derrière la manifestation, derrière la préoccupation, la lutte contre le terrorisme. Et sans défi, la lutte contre le terrorisme pourra être poursuivie par des éventuels candidats et ceux qui vont peut-être remplacer les défis à la tête du pays. Je pense que c'est des questions assez importantes et primordiales si on veut réellement opérer cette alternance tant souhaitée, non seulement par la diaspora, mais aussi par l'opposition tchadienne qui travaille activement sur cette place. Et ainsi, je tiens à remercier également Abdelkrim Yacoub, Habib, les indépendants qui sont là parmi nous. Je remercie également les forces démocratiques africaines ici présentes. Je remercie la société civile française et africaine qui s'intéresse de plus en plus à la question tchadienne. Question qui nous interpelle tous parce qu'il juge que si on parle du constat que ça fait 6 ans qu'il est au pouvoir et qu'il a l'alternance dans ce pays, il ne se fait pas de la manière dont on fait par l'opposition démocratique, il semblerait qu'il y ait une faiblesse. Faiblesse soulevée par M. Kizabo qui reconnaît qu'au sein de l'opposition tchadienne, il n'y a pas d'unité. Il en appelle à tous ses collègues de pouvoir avoir une convergence de plan de but pour accéder à cette alternance consultée avec le soutien des partenaires internationaux dans la France, l'Union européenne et les restes du monde. Encore une fois de plus, merci beaucoup à tous et merci énormément par votre présence. Merci.